Francis Robichaud, bienvenue sur Ça se passe. Salut Frank, merci. Très heureux d'être ici. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, merci. Moi Toi aussi, oui. Oui, absolument. Good. Francis, on commence tout le temps par une espèce de recap de comment on se connaît. Tu te rappelles-tu comment on s'est connus? Oui, je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, en fait, t'étais sur un stage à Cabane. Oh boy. T'étais gonflé à bloc, tu venais de faire un exit de Snip avec, puis je pense qu'il y a une couple de gars de l'équipe là, qui étaient avec toi sur le stage, parlaient de ton expérience du merge avec Douda, puis où ce que vous en étiez, puis du rayonnement en fait que vous On avez. avait commandité, je crois. Cabane, ça devrait être Cabane 2021. Ouais, exact. Si j'étais encore high de la vente, c'était 2021. Ouais. Mais c'est vraiment cool ce qu'ils font avec Cabane. Puis j'ai eu même un appel avec Vincent Séguin récemment. Ouais. Puis j'ai dit, écoute Vince, ça va bien avec Ça se passe, notre audience, communauté grandit, tout ça. Peut-être qu'un jour, je ferai une Ça se passe conf annuelle ou quoi que ce soit. Premièrement, je veux pas la faire en même temps que Cabane, parce que je trouve que c'est super legit, puis je veux qu'il y ait de la bandwidth pour une conf technique comme ça. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comme donne-moi du jus, tu sais. Ouais. Puis il a été vraiment généreux, man, de son temps, il m'a donné un paquet de concepts. Mais on le voyait aussi, tu sais, Ça se passe, on voyait qu'il y a, juste avec Cabane, qu'il y avait un engouement pour rapprocher la communauté tech là, de la région de Québec. Puis Cabane en était un bel exemple. Mais, tu sais, Ça se passe, je crois, qu'il va dans cette même veine-là. On essaye fort, man. Ben, à voir la qualité des participants, je dirais, et des partenariats que vous avez maintenant, ben, je pense que c'est bien lancé. Ouais, je pense que oui. T'es confiant pour 2024? Ah ouais, vraiment, dude. Puis aujourd'hui, le jour où on enregistre ça, il y a un blog post qui est sorti justement qui fait un peu une vision de ce qui s'est passé puis de ce qui s'en vient avec Ça se passe. Puis il y a un tout petit peu de bravado là-dedans. Là, il y avait quand même beaucoup de doutes au début. Voici ce qu'on a achieve. Puis voici ce qu'on va faire, puis on est confiant qu'on va être capable. T'en es rendu à quoi? 8 mois? 10 mois? C'est le 10e mois. Ouais, exact. Okay. C'est fou. Combien d'épisodes enregistrés? On est en train de taper, toi puis moi, Elon Musk va être content, le 69e. Oh! Fait quoi, man? Ça avance. Ouais, félicitations. Thanks. Puis tu connaissais Snip avant aussi, c'est ça? Oui, exact. Ben, j'ai gravité un peu dans le monde Open Code par mon passage. Oui. Là, donc, il y avait Open Code. Je pense qu'il y avait des shared space avec Snip, puis la gang de Spectrum. Ça se peut. J'ai jamais été physiquement dans un Open Code. OK. Je pense que je suis pas assez technique. Ça se peut. Ouais, c'est sûr que c'était des sujets assez techno. Fait que j'avais eu vent de Snip dans ce temps-là. Okay. Puis c'est un de mes... c'est drôle parce que j'ai recroisé Snip quand j'habitais au Danemark. Okay. C'était un de mes collègues danois qui me parlait de l'expérience d'onboarding de Snipcart en e-commerce. Puis là, j'étais comme, ben oui, là, ça vient de chez nous. Merci de prendre tous les SaaS et toutes les solutions internationales puis de vraiment pointer vers quelque chose que je connais. Là. Puis, pour les gens qui t'ont pas connu par le passé, si tu avais à faire un niveau 10 000 pieds dans les airs de ça ressemble à quoi le parcours de Francis, je pense qu'on a une idée de t'es qui. Je suis ingénieur informatique de formation à l'Université de Sherbrooke. Puis je trouve ça important de le dire parce qu'il y a une culture d'enseignement là-bas qui me rejoignait beaucoup. T'sais, moi, j'apprends vraiment à tâtons. Là. Puis l'Université de Sherbrooke avait... Exactement. C'est présente-moi le problème avant la théorie. Là. Disons, j'aime mieux arriver puis bâtir, d'aller chercher les outils autour de moi pour résoudre les problèmes. Puis c'est ça, je me souviens pas, je sais pas si c'est encore comme ça là, le programme, mais ça s'appelait l'apprentissage par problème. Okay. Et c'était vraiment une belle façon de faire, malgré que je suis de la région de Québec, là, c'était une belle façon d'apprendre faire mon parcours d'ingénierie informatique. Sinon, ben j'ai travaillé chez BlackBerry en 2008 à 2013. Super belle expérience, tu sais, de venir vraiment hands-on, en compétition directe avec des Apple et Google de ce monde. Fait que c'était comme la Silicon Valley versus là, le Canada anglais à ce moment-là. Là. C'était dans la région d'Ottawa que je travaillais. C'est à quelle époque la course était perdue officiellement pour BlackBerry au niveau du mobile? C'était-tu... C'est une bonne question. Tu sais, ça revient quasiment un peu à trouver à connaître son product market fit comme entreprise. Puis... Le film est quand même sympathique là, de BlackBerry là, qui est sorti une couple de mois. Ça vaut-tu la peine?
Ouais, je pense Ok. que c'est un bon reflet de ce qui s'est passé dans la turbulence là, de BlackBerry. Parce que c'est sûr qu'il y avait un excellent produit très business, par contre, là, donc un outil de travail. Puis c'est Ouais. comme ça qu'ils marketaient. Puis on voit leur effort marketing, là, tu sais, de Ok. se promener dans des clubs de tennis, puis là, que quelqu'un parlait fort pour vraiment montrer l'image tu sais, de l'entrepreneur ou du business guy très successful, puis qui se promenait avec son BlackBerry. Tu sais, il y a des choses comme ça qu'on voit dans le film là, qui est intéressant. Mais je pense qu'ils ont vraiment été pris de court par un release d'un iPhone avec un touchscreen. Puis après ça, ça a comme challengé un peu l'exécutif à se dire, nous aussi, on est capable d'être dans le B2C puis d'offrir un produit. Fait qu'on voit la réaction dans le film là, un peu à ça. Puis moi, je suis arrivé vraiment dans le nerf de la guerre là, où BlackBerry on était 15 000 employés. Puis ils essayaient de compétitionner, mais on dirait pas nécessairement à armes égales. Ouais. Puis en étant vraiment à la remorque. Là, de ne pas se poser la bonne question, mais pourquoi on ferait une tablette? Pourquoi on ferait un touchscreen téléphone? C'est jouer à rattraper un petit peu. Ouais, exact. Toi, tu faisais quoi chez BlackBerry? Moi, je travaillais sur des nouveaux prototypes de téléphone. Fait que je travaillais sur BlackBerry Storm dans ce temps-là. On avait aussi un projet qui s'appelait du Virtual BlackBerry. Je pense que je peux en parler, mais 10 ans plus tard. C'était, dans le fond, de porter l'OS de BlackBerry à ce moment-là, qui était quand même bien sur les Windows Phone. Fait qu'on avait, c'était comme un projet secret de devenir comme take over un peu l'expérience utilisateur sur les Windows Phone, qui avait des lacunes à ce moment-là. Puis ensuite, j'ai migré, j'ai travaillé sur BlackBerry Messenger en fin de parcours. J'ai travaillé sur la tablette aussi. Là. Il y a une app que j'ai développée avec 2 collègues là, de A à Z là, ça s'appelait le BlackBerry Playbook. Encore une fois, c'était le fun. Là. C'était quand même une compétition. Tu changes de place. Qu'est-ce que tu avais d'après? Je suis revenu dans la région de Québec. J'ai découvert le Health Tech avec une startup qui s'appelait le Pétal MD, du nom d'origine. Puis je suis revenu, j'ai trouvé un fit où ce que je pourrais peut-être travailler, avoir un impact plus réel d'un point de vue engineer, mais aussi un impact social là, quand même, de contribuer au réseau de la santé à notre façon d'une entreprise privée. Puis je dirais que à un moment donné, ce que je me rendais compte chez BlackBerry, c'était travailler un peu dans le vide. Là. Ce qui est peut-être quelque chose que plusieurs engineers rencontrent dans leur carrière. Là, développer ça dépend où puis quand, exact. Ouais, exactement. Mais créer des produits qui ne sont pas utilisés au final, à un moment donné, tu as l'impression de perdre ton temps là, et ton talent. Parle à tous les ingénieurs chez Google qui ont travaillé sur, je sais pas, là, ils avaient fait Inbox à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles. Plein de produits qui, souvent des niches ou des communautés concentrées de gens adoraient, puis ces produits se faisaient assassiner. Ouais, exact. J'ai une ancienne collègue qui avait travaillé chez Facebook aussi, là, qui était partie justement de chez Pétal, elle était chez Facebook, puis elle m'avait donné une rétroaction quand elle a quitté. J'étais curieux de savoir pourquoi t'es pas resté chez Facebook, t'es passé à l'autre chose. Elle me disait justement qu'elle trouvait ça un peu inhumain qu'il y a 4 équipes produits qui développent le même feature, puis qu'il y avait, dans le fond, la meilleure équipe aurait la chance que leur code base soit promu en prod. Fait que toutes les autres avaient travaillé sensiblement dans le vide. Puis il y avait comme la compétition interne qui me racontait où que des gens changeaient un peu le code base des autres. Fait que il y a du sabotage. Fait que c'est vraiment un environnement malsain. Game of Thrones dans le livre bleu. Puis là, c'est anecdotique. Là. Désolé, Meta, si ce n'est pas un reflet réel. On n'est pas encore sur le radar de Meta. Non, c'est ça. On est all good. Right, fait que là, tu fais Pétal pendant combien d'années avant de move on? J'ai fait presque 7 ans chez Pétal. OK, quand même. Puis j'ai vraiment fait un shift là, dans mon parcours chez Pétal, du engineer plus au product management. Pourquoi? C'est ma volonté continue de résolution de problèmes. Mais essayer de contribuer à dire quel est le problème qu'on essaie de résoudre comme entreprise, comme équipe. Puis on dirait que je suis passé de résolution de problèmes techniques à des problèmes plus produits, de définir notre scalability de notre solution, de voir les nouvelles opportunités de marché, puis de m'intéresser vraiment plus au problem space là, des utilisateurs, des clients, des futurs clients. Puis avais-tu un intérêt pour la business, la commercialisation, un petit peu déjà built-in dans toi, ou c'est quelque chose que tu as comme découvert à travers la tech? J'ai toujours été fasciné par des blogs de TechCrunch, Slashdot, pour les mieux de la vieille. Fait que j'ai toujours suivi le monde du startup,
entrepreneurial, même chose, des écosystèmes Québec, Montréal, toujours très intéressé par ça. Puis de vraiment définir c'est quoi le path to success, là, le growth path d'une entreprise. Fait que ce soit des rondes de financement, fait que juste une curiosité, puis à travers plein de lectures, plein de Hacker News aussi, là, qui est une source infinie d'histoires. C'est vraiment un bon mariage entre entreprise et technologie, là, je dirais. Ouais, je pense que ça vient aussi de l'incubateur le plus fameux du monde. Là, Hacker News, c'est Y Combinator. C'est Y Combinator, exactement. Ouais. C'est encore le vieux branding, le vieux UI. Moi, écoute, je ne peux officiellement pas disser Hacker News parce que le peu nombre de fois qu'on a fait la front page d'Hacker News avec Snipcart, notre trafic a explosé et même plusieurs sign-ups, mettons. Fait que je suis assez thankful, mettons, pour ça. Non, exact. Puis, mais Moses, man, que tu peux te perdre dans des trous à lapin toxiques là-dessus. Ouais, mais ça reste une des communautés qui est quand même intéressante. Si je compare à un Reddit ou 4chan. 4chan, tu travailles à faire. Ouais, effectivement, mais tu sais, les commentaires sont quand même très... viennent souvent de gens très insightful puis qui amènent des perspectives. Ouais. Puis il y a des flux. Je suis pas un très gros contributor, mais j'aime bien suivre des flows. Je pense qu'il y a du hate sur Hacker News, mais souvent c'est du hate quand même informé. Des fois peut-être prétentieux, mais chose certaine, quand il y a du support, du feedback constructif, des encouragements, ça vient aussi de monde brillant. Oui, tout à fait. Fait que ça a quand même une bonne valeur. Ouais. Puis là, OK, fait que tu fais pétale pendant un bout, ta carrière apprend quand même une nouvelle branche. Oui, exactement. T'es PM carrément ou PO? Oui, j'étais... quand j'ai quitté Pétale, j'étais Head of Products. Fait que j'étais responsable vraiment d'opérer puis de structurer le développement de produits à travers plusieurs verticales de produits. Fait qu'on avait une équipe de product managers, de designers, puis je supervisais temporairement là, de façon intérimaire la R&D. Okay. J'avais un peu les bras dans tout. Tu sais, j'ai vraiment eu une culture peut-être intrapreneuriale chez Pétale. On était 10, environ 10 quand j'ai commencé en 2013. Puis maintenant, je pense que Pétale a plus de 350 employés. Okay. C'est quand même du high growth là, pour une petite start-up initialement de Québec qui a des footprints maintenant dans, je crois, Montréal, Québec, peut-être Toronto, puis ailleurs dans le monde même. Okay. Ça a dû être une bonne école de croissance, de produits, de gestion d'équipe, de tech, tout ça, pour le projet que tu fais là en ce moment. Oui, exactement, oui, tout à fait. Là, toutes les notions de KPI, de CAC, Long-Term Value, processus de vente, bâtir un pipeline, de savoir parler à des clients, bâtir des MVP. L'imputabilité entre les départements là, aussi. Veux pas, je pense qu'à 350, à un moment donné, ça se verticalise un peu, même si on aimerait ça tout dire qu'on a des hiérarchies horizontales puis qu'il n'y a personne qui est vraiment le boss, là, mais... C'est une bonne question. Moi, j'ai quitté, ils sont à 350, je crois qu'on était peut-être 150 quand j'ai quitté en 2019. C'est bon. Fait que c'est... il y avait du monde, c'est sûr, mais c'est comme un produit dans le fond. Même, je pense que la structure de reporting puis d'équipe doit constamment évoluer puis suivre là, les besoins, les objectifs d'entreprise. Ouais. Fait que ça, ça met une pression quand même sur les humains là, qui subissent le changement, puis ceux qui ça fait des années qui sont là, puis qui sont la 5e cohorte peut-être de changement. Ça peut user les gens. Je pense aussi que comme entrepreneur ou comme exec dans ces compagnies-là, c'est juste sain d'accepter que c'est pas tous les profils de gens qui vont faire toutes les phases de croissance, puis c'est correct. Il y en a qui brillent, mettons, en pre-seed, en seed, puis vers la série A peut-être, qui sont comme « That's not for me ». Je pense que c'est très mature, même pour une entreprise, de réaliser qu'à un certain moment, tu as besoin d'expérience, de gens d'expérience qui viennent de l'extérieur, qui ont déjà passé par des phases de croissance semblables. Si c'est pas d'avoir des employés temps plein qui ont ces rôles-là, c'est peut-être de t'entourer de mentors ou d'experts, de consultants ou autres là, qui vont pouvoir t'accompagner dans des transitions. Puis là, tu fais un bon bout de chemin là, puis ensuite, est-ce qu'on est tout de suite rendu à Lime? Non, exact. Okay, il y a une autre étape. Ouais, quelle est-elle? J'ai décidé de me relocaliser à Copenhague.
Oui, avec c'est vrai. ma conjointe et nos 3 enfants. On est allé vivre 1 an à Copenhague. Puis j'ai fait 2 ans au total là, pour Pléo, là, qui est Ouais. une entreprise qui a déjà, je pense que c'est Maxime La boissonnière. la boissonnière qui Ouais. était sur le pod, qui en parlait. Puis Ouais. plein de gens de la région de Québec, en fait, Ouais, qui on a des travaillaient remote. connaissances communes en masse qui sont allés Exactement, faire un pour- tour là. Exactement, des William Fortin, Guillaume Simard, PA Saint-Jean aussi. François Lehoux. François Lehoux, j'allais Oui, dire. exact, Ouais, le ouais. frère à Phil. à l'infameux Philippe Lehoux. L'infameux, effectivement. Phil et moi, on était en fait on était ensemble au secondaire. OK. Même T'es cohorte. sérieux? Puis on était au cégep, puis il me parlait, genre au cégep, je me souviens, de jeux vidéo gratuits, là. Puis ça faisait un stream de revenus. Fait que c'est... C'est nice. effectivement. Puis finalement, la culture scandinave, ça a pas stické. J'ai gardé la barbe. C'est mon héritage de cette culture-là. Mais, tu sais, j'ai découvert quand même un autre revers peut-être à notre culture entrepreneuriale et de start-up canadienne, nord-américaine, je dirais. Là. Ouais. Tu sais, de vraiment lever de capitaux, high growth, hyper growth. Je dirais qu'à Copenhague, il y avait une couche humaine beaucoup plus présente. Max m'en parle. Max, ouais, c'est vrai, il en parlait un peu. Fait que cette couche-là humaine, elle me rejoignait beaucoup de dire, ben, faut pas briser les humains qui sont derrière le growth. La machine. Exact. Fait qu'il y avait ça, puis je me suis vraiment beaucoup plu chez Pléo. OK. J'étais arrivé 100e, 110e employé. T'étais-tu au niveau product, au niveau Ouais. engineering? Ouais, j'ai Product? pris mon bagage product et mes outils engineering, là, puis j'étais là-bas pour aider l'entreprise à croître. OK. Quand même eu des impacts importants là, ou intéressants. Là. On est arrivé juste pré-COVID à changer notre business model, comment on facturait les clients, comment on est passé comme d'une facturation un peu flexible à quelque chose de beaucoup plus structuré avec les équipes de commercialisation. Fait que ça nous a quand même donné un certain coussin là, de revenus comme entreprise là, chez Pléo. Puis, Mais est-ce que tu as passé la COVID, toi et ta famille, là-bas? on est revenu en août 2020. Fait qu'on a fait un genre de Les premiers 4 mois de COVID. Puis tu sais, ça aussi, là, c'était... On n'avait jamais porté de masque au Danemark. Les gens respectaient les règles sanitaires de base, garder 2 mètres de distance à l'épicerie, se laver les mains, puis c'était suffisant, je dirais, pour contenir le virus. Là. Mais puis quand on est revenu, il y a quand même un clash quand on est revenu au Québec, on voit qu'il y a beaucoup de règles, il y avait un essoufflement collectif là, de polarisation aussi de l'enjeu. Ouais, là, exact. Beaucoup, hein. Intéressant. Pas aller trop dans les différences de Non, société. C'est ça, là, ils vont nous flaguer ces algos. Mais on s'en sortira pas. Fait que là, tu décides de revenir au Québec pour lancer Lime. J'ai continué. Ben, ça me trottait en tête toujours de revenir peut-être à mon impact social. En voyant la pandémie, il y avait quelque chose en moi qui me disait ben, il y a une façon que je remette mes acquis de chez Pétale au service du réseau de la santé. Fait que je suis vraiment parti avec cette prémisse-là d'une volonté de délaisser. Tu sais, Pléo, c'est vraiment du fintech. Fait qu'au final, le réseau des problèmes plus de comptables, ça me parlait moins que d'aider le réseau de la santé. Là. Je suis quelqu'un assez progressiste. J'espère qu'on ne se fera pas flaguer pour ça, mais j'espérais justement y mettre un peu du temps, de l'énergie, puis répondre à un certain besoin. Question pour toi. Est-ce que d'être au Danemark t'a exposé à leur système de santé un petit peu ou pas du tout? Oui, on a eu à consulter quelques fois. C'est ça. Parce que Max m'expliquait l'expérience en termes de UX comme patient ou comme citoyen. Ouais. Dude, c'est pas la même game. Là. Ben, surtout en tant qu'expatrié, c'est pas la même game, effectivement. Tu sais, on est arrivé... En voulant dire, pour être clair, tout le monde, c'est vraiment mieux là-bas. Il y a moins de... Ils ont les mêmes défis. Ils ont les mêmes défis de vieillissement de la population, de besoins en croissance. Mais c'est sûr qu'il y a des différences. Les exemples, c'est le médecin, sont salariés. Fait ils travaillent des chiffres plus réguliers, 8 à 4. Ils vont avoir de la couverture de nuit et tout. Mais moi, ce qui était frappant, c'est la journée qu'on arrive au Danemark, on a une carte, l'équivalent de RAMQ, puis à l'endos, c'est écrit le nom de ton médecin, puis la clinique médicale. Fait qu'il n'y a pas une recherche à faire individuelle pour essayer d'avoir un médecin de famille. Tu es déjà assigné un... Mais l'accès à cette ressource-là était relativement facile. Oui, il y a un portail en web, tu cliques, puis le lendemain, quand tu te présentes en clinique, tu swipes ta carte, puis là, ça confirme que tu es arrivé.
tu vois ton médecin. Est-ce que la qualité des services est Ça, je sais pas. Je suis pas un expert non plus pour le dire, mais je crois qu'ici, ce qu'on j'en comprend à 10 000 pieds, là, que quand même, on a un très bon cadre d'encadrement et de formation pour le personnel médical. Peut-être que là-bas, c'était plus des résidents, je crois, là, qui vous voyaient. Mais encore là, c'est la même chose ici. Ouais, j'en suis pas un expert. Mais bref, on a vu quand même qu'il y avait moins de friction pour l'accueil dans le réseau de la santé. OK. Est-ce que ça l'a informé d'une manière ou d'une autre ton désir de fonder Lime? Tu veux dire, en fait, je peux en parler un peu. Ouais, c'est ça, un TLDR de Lime. Là. Super. Ben, Lime, Lime, ça se veut Lime, lime, donc franglais. Mais Lime, au final, ce qu'on essaie de régler, c'est d'améliorer l'expérience patient. Puis okay. ça, on peut faire des parallèles avec l'expérience client dans certaines industries, mais l'expérience patient, c'est un créneau très, très niché du parcours de soins de toi et moi, de n'importe quel citoyen. Puis vraiment, en creusant un peu dans la littérature, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu cette rétroaction-là qui était donnée par les patients au réseau de la santé. Puis en creusant davantage, je me suis rendu compte que c'était essentiel, nécessaire et requis. Fait qu'il y avait certaines conformités à respecter pour les établissements de santé. Pas juste un nice to have. Là. Non, exact. C'est pas une volonté. Il y a une volonté réelle quand même d'offrir des soins de qualité puis une expérience de qualité aux patients puis aux citoyens, mais il y a quand même certaines conformités à respecter pour les établissements de santé. Fait qu'on a vraiment gratté ça. Puis, tu sais, souvent, dans ce que j'avais vu, c'est que oui, dans un beau schéma, le patient est au centre, mais le patient, encore, faut-il lui parler puis l'impliquer dans son parcours de soins. Puis, il y avait beaucoup de trous dans ce qu'on appelle l'accompagnement du patient dans son parcours de soins. Qu'est-ce que ça veut dire, l'accompagnement du patient, le parcours patient? Le meilleur parallèle que je peux faire, c'est quand tu vas prendre un vol d'avion, ben, la compagnie aérienne va t'envoyer des communications en amont. Ils vont te demander de confirmer, de onboarder 24 heures avant. C'est la même chose dans un contexte de soins. Fait qu'on se retrouve en 2023 où des patients sont sur des listes d'attente depuis des mois, des années, vont recevoir une communication à 24 heures d'avis, comme quoi ils doivent se présenter pour une chirurgie le lendemain, puis ils vont se faire garrocher par téléphone, plein de consignes de préparation. Ce qui arrive, c'est que des gens arrivent mal préparés, stressés, ils se rendent pas compte qu'il faut qu'ils aillent à l'admission pour avoir leur carte d'hôpital. Fait qu'il y a beaucoup de friction dans l'expérience du patient qui peut être vraiment optimisée de bout en bout pour rendre ça beaucoup plus humain et enlever des irritants de savoir où est-ce que tu vas te promener dans l'hôpital, qui t'attend à quelle heure. Puis, on a des centaines d'anecdotes qui nous sont partagées constamment. Ça doit, pas plus loin que mon père, il rencontrait un chirurgien, il pensait qu'il se faisait opérer. Non, c'était juste une rencontre de préparation, un 5 minutes de blabla, et non pas une chirurgie. Fait que c'est pas le même mindset quand tu arrives là. Mais même si tu optimises ou améliores l'expérience patient, ça a l'effet de premier ordre ou de second ordre d'optimiser le système de la santé parce qu'il va y avoir moins de personnes qui répondent à des questions inutiles ou moins de... je sais pas, d'annulation ou de report parce que la personne n'est pas prête ou whatever. Oui, exactement. Il y a des annulations de dernière minute, il y a des patients qui se présentent jamais. Puis ce qui arrive, c'est que d'avoir une rétroaction, ce qu'on fait quand on la mesure, l'expérience patient. Donc, on envoie des questionnaires pour la mesurer puis demander une rétroaction des patients après une visite en milieu hospitalier ou en clinique. Puis ça fournit des métriques en temps réel aux équipes de soins. Puis d'avoir une certaine rétroaction. Est-ce que... donc, dans les derniers 3 mois, qu'est-ce qui a été soulevé comme étant problématique? C'est-tu la qualité de la communication? Les consignes ont mal été partagées aux patients? Fait que c'est vraiment cet accompagnement-là, puis une rétroaction métrique. C'est vraiment des KPI. Tout comme n'importe quelle entreprise devrait regarder ses KPI de Customer Satisfaction, ben, les établissements et les équipes cliniques peuvent améliorer en continu leur processus et l'accompagnement des patients basé sur du data. Est-ce que dans ton expérience, ces équipes médicales ou professionnelles-là accueillent à bras ouverts, à grands bras ouverts, une solution dans le genre ou c'est comme, il y a une friction? Non, j'ai été surpris parce que moi, je pensais justement qu'il y aurait un peu, ça serait rejeté du revers de la main en disant, on le sait, là, les patients sont allés l'attendre et tout, mais j'ai été agréablement surpris parce que les gens sont éduqués sur les bienfaits. Il y a quand même la littérature scientifique qui démontre que d'impliquer le patient, ça a ce qu'on appelle des outcomes, des résultats positifs pour eux. C'est un engagement dans son propre processus aussi. Exactement. Ouais. Puis pourquoi
Pourquoi toi? Pourquoi ça, genre? Tu sais, c'est-tu dans tes valeurs au core d'améliorer le système de la santé d'où tu viens, dans ton pays ou dans ta province? C'est comme, ça résonne avec tes valeurs. Puis pourquoi toi, I guess que tu l'as quand même un peu expliqué, là, I mean, j'ai des business chops, j'ai des product chops, technical chops, fait que tu sais, je suis capable de builder de quoi. Mais C'est une bonne pourquoi question. ça, genre? Je trouve ça fascinant. Mais il y a plein de choses. Il y a l'aspect, peut-être, opportunité de marché aussi, là, en dehors Sure. Ben, il y a l'impact social d'un et l'opportunité de marché. On dépense 50% de notre budget en healthcare au Québec et au Canada. C'est ça le chiffre? Je sais même pas. Ben, j'arrondis, mais c'est énorme, là, tout ce qu'on a investi en santé. Fait que je vois comme un peu la vague ou le mur arriver en disant, ben, comment qu'on fait qu'une population vieillissante, dont les besoins en santé sont encore plus grands, et ils le seront encore plus dans 10 ans, comment qu'on fait pour venir changer le paradigme de réduire peut-être la pression sur le réseau de la santé? Fait qu'il y a une opportunité là, et toute la lecture qu'on faisait par rapport à ça, le marché, ben on le voit là, faut penser autrement, il faut consommer des soins de santé différemment aussi. Quand je présente des fois, je fais le parallèle avec le fast-food. C'est comme si on prend le système de santé, on veut consommer comme du fast-food. Ouais, exact. C'est comme, hey, j'ai un problème, je claque des doigts, puis donne-moi ma médication et je suis parti. Mais c'est pas ça. On a une relation avec notre santé personnelle. On a une certaine responsabilité, je pense, comme citoyen, mais mettons, d'investir, de faire des choix personnels qui, au final, vont contribuer à réduire le fardeau de la société. Mais encore faut-il que les patients soient éduqués ou qu'on les renseigne sur c'est quoi des bonnes pratiques, admettons, d'activité physique ou autre. Là. Fait on n'aura pas le choix d'aller plus dans de la prévention que ce que j'appelle, dans le fond, du healthcare pour vrai, plutôt que du sick care, fait que du traitement. Fair. Fait que ça, il y a une opportunité là que je vois. Okay. Puis au final, ben, ça rejoint mes valeurs de contribuer à l'impact positif pour les citoyens, pour mes proches même qui ont besoin de ce rapport avec le réseau de la santé. Qu'est-ce que tu penses de Karl Marx? Je voulais faire la joke. Parce qu'on avait parlé du socialisme un petit peu en Scandinavie plus tôt. Fait que je vais juste craquer une joke. On parle pas de Karl Marx, ne vous inquiétez pas. Et Francis ne m'a pas parlé. Beaucoup de sujets tabous aujourd'hui. On les passe toutes. Non, blague à part, j'ai envie de comprendre un petit peu plus concrètement deux choses. Donc, tu as eu cette idée-là, tu as vu le marché, j'ai aimé ça l'image du mur qui arrive de comme population vieillissante, soins, il va falloir prévenir autant que guérir, etc. Comment tu as commencé à valider comment tu allais régler ce problème-là? Fait que la phase validation de Lyme, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ouais. Puis ensuite, la phase développement produit. Genre, tu sais, le UX de Lyme, ça ressemble à quoi? Mettons, tu prends moi comme client. Oui, c'est sûr que ça sort peut-être du SaaS traditionnel qu'on peut s'imaginer, mais les premières, en fait, notre approche a vraiment été product first, là, de valider qu'on avait une pertinence en tant que produit. Okay. Les premiers cold calls que j'ai fait, c'était vraiment téléphonique. Là. Fait que Qui t'a appelé? Des médecins? J'ai appelé dans des comités d'usagers d'établissements de santé. Dire bonjour, je pense que vous avez telle problématique, on en offre une telle solution, est-ce que ça répond à votre besoin? Puis c'était vraiment très téléphonique. Puis c'est ce que j'avais lu au préalable avant de leur présenter quoi que ce soit, c'était leur rapport de comité d'usagers qui avait été publié 3-4 ans avant. Puis je disais, puis je vais donner l'exemple du Québec, dans leur rapport, je pense, 2018, il y avait 4 problématiques. C'est les patients sont frustrés parce que les professionnels de la santé sont toujours en retard, le stationnement coûte trop cher, j'ai de la misère à me retrouver dans l'hôpital, puis il y avait un autre vertical. Puis là, initialement, moi, mon pitch était téléphonique d'un, puis 2, c'était orienté sur régler 3 des 4 problématiques. Mais il passait par des patients. Il passait pas par des professionnels au départ, ta validation. Ma validation, c'était... non, c'était... Ou c'était des deux côtés que tu l'as fait? C'était de l'administration. Le comité d'usagers, c'est vraiment de l'administration d'un hôpital. OK. Fait que c'était eux, je parlais, mais c'était pas des cliniciens. Donc, c'était pas des médecins et des infirmières. C'est bon, intéressant. Fait que j'avais trouvé des gens, puis même que ce que je cherchais, en fait, puis n'importe quel SaaS en health tech, là, je vous recommande de faire ça. Trouver les organigrammes d'un établissement. Comprenez chacun des 26 rôles qu'il y a dans cet organigramme-là de direction. Puis là, vous allez zoomer sur
une verticale, puis dire, OK, ben c'est quoi ce rôle et les pains de cette personne-là, OK. puis d'essayer d'interagir avec eux. Puis il y a quand même beaucoup d'ouverture parce que c'est pas des gens qui reçoivent des campagnes marketing à tous les jours. Fait qu'il y a quand même une certaine... j'étais surpris de la responsiveness là, et des taux d'engagement de réponse de mes cold emails. Fait que j'ai vraiment développé, disons, les premières idées basées sur des conversations téléphoniques. OK. Puis ensuite, je suis allé vers un Figma pour faire en Zoom là, des présentations de produits. Mais j'ai bâti moi-même j'ai utilisé Tailwind CSS. Fait que j'avais quelque chose qui visuellement était agréable. Puis j'avais un prototype cliquable là, dans Figma, pardon. OK. Puis ça a-tu toujours été à peu près à ce genre de power user ou gestionnaire-là dans les établissements de santé à qui tu parlais? Oui, exact. On est allé valider avec plus d'un établissement pour être sûr qu'on n'était pas en train de répondre à un one-off. Là. Fait que on voulait valider que c'était le même problème qui était partagé à travers plusieurs établissements de santé. Mais j'ai dû faire une cinquantaine d'appels et d'approches là, pour m'assurer de ça. Oui, exact. Fait que souvent, des fois, ça nous amenait dans d'autres directions, mais le core restait vraiment toujours l'expérience patient parce que c'était pour eux obligatoire là, de fournir de la donnée à des instances gouvernementales. Donc, voici ma prochaine question, c'est est-ce que les décideurs et les payeurs dans ton modèle d'affaires sont les mêmes personnes? Et si oui, sont-elles ces gens-là de ce genre de comité-là? Notre payeur va venir, mettons, le signataire d'une entente contractuelle, ça va être le DG d'un CIUS là, au Québec. Là. OK. Fait que c'est pas nécessairement... Il y a souvent dans les plans stratégiques des organisations duquel fait partie le DG, ben, il va avoir une volonté d'améliorer l'expérience patient. Fait qu'il y a une connexion directe, mais après ça, notre champion à l'interne, mais ça va être le directeur qualité et expérience patient. C'est lui qui va être vraiment notre power user ou notre ambassadeur à l'interne. Fait que nous, il faut qu'on fasse la vente à cette personne-là. Cette personne-là doit être outillée pour faire la vente après ça à son équipe de direction, à la direction générale, pour que les fonds soient débloqués puis qu'on ait soit un processus d'appel d'offres ou qu'on ait un contrat qui nous soit octroyé. Fait que les professionnels, les praticiens, je sais pas comment on dit ça, cliniciens? Les professionnels de la santé. Les professionnels de la santé. Ceux qui administrent des soins de santé. Mettons les médecins. Eux, ils sont jamais impliqués dans la décision d'utiliser Lyme, mettons. En ce moment, non. C'est-tu genre un briefing le jeudi matin du DG de l'établissement qui fait comme voici Lyme, la gang, on va commencer à utiliser ça la semaine prochaine. Comment que ça arrive dans leur vie, genre, où eux, ils touchent même pas? Initialement, on déploie sans trop interagir avec les professionnels de la santé. C'est vraiment très administratif. Ce qu'on a fait, par contre, c'est des présentations à leur comité de direction. Fait que là, il va y avoir autour de la table des responsables à droite et à gauche là, de plusieurs directions. Fait qu'on fait vraiment de l'interne là, de l'awareness, là, de la présentation de notre projet avant d'aller live pour expliquer, ben voici en obstétrique. Mais on a quand même nos gestionnaires de projet à l'interne qui, eux, vont parler de notre projet puis aviser là, que désormais, l'expérience patient va être mesurée en continu avec notre solution. Parce que dans l'expérience patient, les suivis, par exemple, que vous allez faire avec des patients, il y a de l'information, que ce soit de la connaissance ou des mises à jour sur un dossier patient qui vient des médecins, right? Oui. Fait que ça, c'est administré dans une couche de communication X qui est dans l'hôpital, mettons. Oui, c'est ça. Ouais. Puis là, les administrateurs, eux, qui utilisent Lyme, digèrent ça, mettent ça comme il faut dans Lyme, puis après ça, ça part. Notre sens, ce qu'on fait, nous autres, c'est de la création de contenu sur notre plateforme. Puis on se dit toujours on est des experts du contenant et non pas du contenu. OK. Fait qu'à ce moment-là, c'est les équipes qui vont venir mettre le contenu sur la plateforme, donc des questionnaires validés, c'est-à-dire des questionnaires structurés, traduits. Puis on se connecte avec les systèmes d'information de l'hôpital. Fait que des EHR, Electronic Health Records, ou des EMR. Puis on s'échange des messages soit JSON ou HL7. C'est bon. Fait qu'il y a des standards. Déjà avec ces systèmes-là, je connais rien là-dedans. Ça dépend dans quelle province, je dirais, et des écosystèmes. Au Québec, on a beaucoup de systèmes qui datent d'un certain temps. Donc, il n'y a pas d'uniformité nécessairement entre... C'est plusieurs ponts à développer. C'est plusieurs ponts où on peut utiliser des third-parties qui, eux autres, ont déjà fait ces ponts d'intégration-là pour les centraliser. Mais il y a une complexité. Il y a toujours un besoin d'intégration. Mais au final, en 2023, 2024, ben, on se retrouve quand même avec un standard qui est HL7 ou FHIR,
qui permet d'au moins structurer la donnée de Ok. part et d'autre quand il y a des échanges d'informations. Puis là, pour finir l'espèce de survol produit, là, pour que j'aie une idée comme plus matérielle du produit, mettons que moi, je suis patient, là, je sais pas, j'ai un suivi après une opération. J'ai eu une opération dans l'épaule quand j'étais plus jeune, Ouais. mettons. Qu'est-ce que je consomme? J'ai-tu une app? Je reçois-tu une notification qui me dit « Va mettre ta crème? » Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est une super bonne question. Justement, pour l'hôpital, les autres, ils ont une plateforme web SaaS, c'est Single Sign-On, fait qu'ils construisent le contenu dans notre SaaS. OK. Ils ont leur workspace, fait que chaque établissement est quand même segmenté. Pour le patient, dans le fond, là, quand je parlais justement des ponts d'intégration, mais le contenu va être diffusé automatiquement aux usagers. Fait qu'ils vont usagers et patients. Login sur une app web. Non, mais c'est ça. C'est là que je m'en viens. OK. Nous autres, on a voulu éliminer toute friction supplémentaire pour communiquer avec le patient. Oh shit, OK, c'est bon. Fait qu'on n'a pas voulu y aller dans le hey, dans l'autre Dans l'autre dialogue ou whatever. ouais, yet another app là, à ajouter Ouais. sur ton téléphone. OK. Puis on s'adresse des fois à des populations âgées, vulnérables, qui sont pas Niveau littéraire, tech, qui est pas Exact. nécessairement, Ben, tu ajoutes une étape de plus, mais tu réduis, mettons, les métriques que tu veux de taux Ben de oui. réponse ou d'engagement des patients. oui. OK, fait Fait qu'on envoie des communications comme quoi le CHU Québec Courriel? ou courriel ou SMS. courriel Là, à ou ce moment-là, SMS. tu as un lien sécurisé et unique qui te permet d'accéder à ton information sur notre SaaS. J'aurais aimé ça que ta réponse ce soit comme on a quelqu'un de notre équipe qui cogne chez vous puis qui te dit qu'est-ce qui se passe. Ouais, t'as un genre de Uber qui On vient avec... garantit 100% de délivrabilité, genre. Fait que t'as en effet le ménisque fucked up. Whatever. On arrête cette parenthèse-là. Ouais. Fait que ça veut dire que moi, en tant que patient, je n'aurai pas d'awareness de Lyme. Non, exact. C'est vraiment... C'est pas moi qui va être un moteur de bouche à oreille ou de Non, recommandations pour ta business, ton modèle d'affaires. Ça va être tous ces gestionnaires clés-là dans les établissements. Exactement. Ouais. Ok, c'est bon. Nous autres, on essaie d'être transparent, puis on veut qu'il y ait un lien de confiance aussi entre l'établissement, le diffuseur d'informations, que ce soit brandé, le CIS, la Gaspésie ou peu importe, vers sa clientèle, qui est les patients, Ouais. et non pas nous qui disent « Hey, oui, vous avez une communication. » Puis on va être très prudent là-dedans parce que Ouais. ça reste un système public. Fait qu'en arrière de ça, il y a le ministère qui lui aussi a des requis, puis il veut Ok. garder la responsabilité un peu de centraliser l'information et les communications aux patients. Fait qu'on jongle dans cet univers-là de tout le monde s'arrache les yeux un peu du citoyen et du patient. Puis nous, on fait juste plus relayer l'information, puis on est super satisfait. En 2023, on a rejoint environ 150 000 patients. OK, wow. Ouais, on est super fiers de nos métriques, là, mais Ouais. on voit qu'on a un impact, puis on a des taux de réponse qui sont étonnants, ahurissants même pour certains établissements. Des questionnaires d'expérience patient, avant c'était papier, code QR, puis il y avait 2-3% de taux de réponse. Là, on retrouve, nous autres, on arrive dans un établissement, puis on a 30-35% de taux de réponse. OK. Nice. Fait que ça amène d'autres problèmes, parce qu'avant, il y avait quelqu'un qui était attitré à lire les questionnaires, produire un rapport. Là, c'est comme... Ça prendrait une armée de personnes là, pour avoir ce flux constant-là d'informations qui rentrent. Là. C'est des beaux problèmes, je pense. Juste, question de noob, mais mettons, là, tu as parlé de système un petit peu plus old school à l'intérieur du système de santé, mettons. Fait que probablement que ces gestionnaires-là en établissement de santé, le UI qu'ils voient au jour le jour depuis les 10 dernières années, ça ressemble pas à Stripe, là, tu comprends, genre? Non, exact. Non, Bon, c'est ça. fait que dans cette optique-là, à quel point c'est important, soit pour toi ou en général, genre, le UI que toi tu craftes, puis tu designs, tu le différencies-tu? Est-ce que tu essaies de que ça soit genre delightful comme UI UX pour ces personnes-là ou c'est Ouais. comme, man, si c'est 1.7 fois mieux, on est déjà à des années-lumière? Tu sais, on dirait que je suis comme... Ouais. Non, mais c'est d'avoir un produit de qualité, c'est vraiment au cœur de nos priorités. Fait que, parce que, écoute, juste la fierté ou la motivation de travailler sur une interface ou un produit qui est comme tout rabouté avec du UX. Pour ton staff Pour à mon staff, l'interne. c'est ça, Ouais, exact. exact, fair. Ouais. Fait que est-ce qu'on le Ouais. fait? Oui, on va plus loin peut-être que le besoin client, mais ça fait tomber tellement de barrières quand on arrive en vente ou en commercialisation. On présente notre produit, les gens disent « Wow », puis nous autres, on est comme « Ben, c'est juste le minimum, là. C'est un CRUD responsive. Ouais, tout exact. est clean. Mais c'est fou, là. Ma conjointe est dans le réseau de la santé aussi, puis Ok. elle me parle
d'ouvrir le dossier d'un patient, puis ça spin pendant 25-30 secondes. Mais elle doit faire ça 30 fois par jour, 40 fois. À tous ceux qui écoutent, là, faites l'exercice que je fais tout le temps. Okay? À chaque fois que je vais chez un professionnel différent, garage, vétérinaire, optométriste, peu importe, je scoot, puis je check par-dessus leur épaule, puis je check exactement c'est quoi l'UI, puis j'ai le goût de me lancer par la vitre à chaque fois. Je me dis, c'est quoi ton app, puis tout. Elle dit, c'est telle affaire, là. C'est soit custom ou ça fait genre 27 ans que ça existe qu'on utilise la même affaire. C'est lettre, c'est slow, c'est des couleurs dégueulasses. À chaque fois, je me dis, aïe, je suis vraiment dans une bulle, moi, genre de me dire que tout le software look good, genre, puis si les coins sont trop ronds, ça me gosse. Ou je sais. Fait que c'est hot, man, que vous puissiez amener une touche plus moderne et conviviale dans les interfaces de nos gens qui... Mais c'est un défi parce qu'on essaie d'être quand même low touch. C'est-à-dire qu'on ne veut pas nécessairement... Puis il y a beaucoup de SaaS là, qui disent « c'est quoi notre MAU, notre DAU? Il faut que les gens viennent dans notre produit à tous les jours. » Pas nécessairement, toi, genre? Ben... Ouais, à cause de la nature de... Tu veux piper l'info puis l'envoyer... Mais on veut pas non plus venir prendre du temps précieux de professionnels de la santé ou de l'administration publique puis dire « vous devez administrer notre SaaS. » Fait qu'on essaie d'avoir quelque chose qui est facilement opérable. On les accompagne dans la configuration, mais une fois que c'est en place, ils viennent voir leurs métriques puis prendre action. Mais on n'a pas cette volonté-là de dire ça nous prend du ice time là, dans le produit. Exact, devenir un hub que les gens sont dedans tout au long de la journée. Là. Non, un Slack qui est toujours ouvert, whatever. Ouais. Fair, puis... Mais là, écoute, si j'ai appris une chose de discussion que j'ai eue avec toi, avec d'autres mondes, c'est que le système de la santé, c'est cool, sauf que... c'est cool, je sais pas, mais anyway, ça bouge pas nécessairement vite. Ouais. De par, je pense, la dette procédurale, la dette technique, la dette sociétale qui s'accumule sur des dizaines et des dizaines d'années de builder un système de la santé. Ou un gouvernement. For the record, mais comme I guess que tu peux pas avoir coupe de corps de validation, prototype Figma, première ligne de code, première carte de crédit rentrée, puis le cash rentre dans les 6 mois après que tu as commencé. Genre, ou ce que j'essaie de m'en aller avec mes skis, c'est de dire probablement qu'il faut que tu finances une compagnie comme ça, genre que tu aies du runway avant de pogner soit un product market fit ou un petit peu de vélocité dans tes revenus et ta croissance, quand même. Ça serait utopique de croire qu'on est bootstrappé en B2B SaaS Health-Tech. Au Québec? Au Québec. Ben, même ailleurs. Là. En général? On a des clients maintenant. On travaille avec un gros client en Ontario, puis on est au BC. Okay. C'est la même lenteur, la même complexité. Il y a des barrières il y a plusieurs stakeholders dans un établissement de santé. Fait qu'il faut te convaincre 1, 2, 3, 50 fois. C'est de l'argent public souvent aussi? Oui. Il y a des processus d'approvisionnement aussi. Fait que même si tu as tout le monde qui dit oui, on veut acheter la solution, ils doivent faire un appel d'offres, ils doivent le rédiger, le publier. Fait que tu te fais octroyer le contrat, mais t'es rendu avec des cheveux gris, là, c'est sûr. Il te faut du gaz pour exact, c'est ça. Juste attendre à la limite. C'est ça. Fait que nous autres, on est allés dans ce modèle-là. On a fait une round pre-seed de Family and Friends, là, très, très, très proche de mon entourage. Moi, je suis solo founder. Là. On a une très bonne équipe. On est 16 employés. C'est vrai, solo founder. C'est quand même intéressant, ça aussi. On met une pin là-dedans, mais ouais. Fait que tu décides de funder parce que... Puis on a pris les capitaux qui étaient à notre disposition vraiment de mon réseau personnel plus. Là. Fait que des gens qui nous ont été référés. Puis on n'a pas pris on est quand même assez difficile sur les entrées d'argent parce qu'on veut des gens qui sont patients, qui comprennent qu'on veut un impact social derrière au-delà de notre produit et non pas seulement un succès commercial. Fait que cette patience-là dont tu parles, on l'exige aussi de nos investisseurs qui sont venus. Mais c'est sûr que... As-tu refusé des gens que tu trouvais trop impatients? Refuser... ou peut-être il n'y a pas eu de fit. Il n'y a pas eu de fit. Là. C'est moi, quand je mets de l'avant justement qu'on est certifié B Corp, qu'on est on est d'ailleurs une compagnie à 4 jours semaine. Fait que ça, c'est assez bold, je dirais, pour même un contexte d'entrepreneuriat, de jour 1, on commence à 4 jours semaine. C'est pas quelque chose qu'on parque puis qu'on dira quand on pourra se le permettre, on viendra 4 jours. Là. Attends, là, scratch de DJ, le bruit de scratch de DJ. Là. Mais, fait que là, tu lances une business qui, de par la nature de la bête, nécessite du financement. Juste pour être capable de te rendre à destination. Puis, tu implémentes une culture d'entreprise où est-ce que tu dis, nous, ça va être 4 jours semaine. 4 jours semaine. Je me mets à la place de l'espèce de, je sais pas, du VC requin. Là, Puis, je suis comme,
venir ici, tu sais même pas encore si ça va marcher. Faut que tu travailles au début, c'est normal, c'est plus de job. Dis-moi comment toi tu vois ça. Je pense que c'est important que le monde catch. Ouais, exact. C'est sûr que le VC requin, il va faire... c'est pas pour moi. Tu sais, moi, je veux un entrepreneur qui grind. Pas un fit, mettons, pour toi. Pas un fit pour moi, puis pas un fit pour eux non plus. Ouais. Mais quand on explique d'où qu'on vient, l'opportunité qu'on a, le early traction qu'on a, et qu'on veut un impact social positif, qu'on vise à être B Corp, ça je recule il y a 3 ans, c'est sûr que ça parle à une certaine classe d'investisseurs et même de fonds, de VC, de fonds. D'un point de vue stratégique, opérationnel, 2020-2021, on est en pénurie de main-d'œuvre. Il y a beaucoup de... tout le monde est en remote work. Il y a des entreprises américaines qui offrent des salaires très élevés, mettons, à notre main-d'œuvre québécoise. Fait que moi, c'est une façon aussi de trouver... en tirer mon épingle du jeu en disant, je vais être un excellent employeur. Nice. Puis je veux avoir le luxe de choisir les meilleurs employés, le meilleur talent, qui viennent pour les mêmes raisons que l'investisseur, contribuer à une mission sociale, qui vont être patients dans notre succès, mais qui vont contribuer là, à notre croissance. Puis le 4 jours semaine fait partie d'un choix stratégique. Est-ce que c'était le jour 1, ça? Oui, jour 1. Okay. Jour 1, effectivement. Ça vient d'où, cette idée-là? 4 jours semaine, c'est à l'écoute, je dirais, du marché. En fait, moi, personnellement, je pense que j'en aurais bénéficié aussi là, dans mon travail. Dans les expériences passées. Dans mes expériences passées. Puis on présente le 4 jours semaine comme un vendredi libre. Fait qu'on force pas tout le monde à nécessairement être en off, là, puis t'es obligé de ne pas travailler le vendredi. Exactement. Puis moi, vraiment, c'est une journée où j'optimise, dans le fond, mon transfert entre ma vie professionnelle et personnelle. Fait que tu sais, l'espèce d'essayer de rusher tout un vendredi soir, là, dans un contexte 5 jours semaine, puis dire, OK, juste un autre email, puis après ça, je vais me libérer l'esprit. Le vendredi, moi, il me sert à ça. Vraiment d'être capable un peu de vider mon backlog de mes courriels. Puis des fois, je travaille pas moi non plus, là, mais c'est de permettre d'avoir un meilleur équilibre, encourager cet équilibre-là, travail-famille. Est-ce que ça fonctionne? Avec notre équipe, ça fonctionne super. C'est numéro 1. Je pense que c'est très, très apprécié, là, probablement la mesure la plus appréciée d'avoir cette liberté-là. Au-delà de nos heures flexibles, là, mais d'avoir un 4 jours semaine, c'est pas vrai qu'on manque de temps au final. Parce qu'on peut travailler 6 jours puis 7 jours semaine. C'est juste qu'on fait les choix en conséquence. On priorise mieux. On est plus respectueux du temps de chacun. Fait que c'est correct de ne pas être booké 8 à 5 en meeting. On vient... Ça redéfinit peut-être le côté opérationnel là, de l'entreprise. Mais puis les gens, je crois, sont plus conscients de leur temps. Ça vient vite, là, un jeudi, 5 heures. Fait que les gens, je crois... Efficace. Dès lundi matin, je pense qu'ils cherchent à réviser leur horaire. Ouais. Puis d'éviter la surcharge de meeting. Là. Moi, je pense que je travaille 6 jours semaine. Mais probablement que si je glandais moins et pas faire de donjon à Diablo 4, mettons, probablement que je serais capable de le faire en 3,5, genre. Non, je te dis ça parce que la semaine passée, je suis retombé un petit peu dans Diablo. T'as retrouvé ton côté gamer qui est ressorti. J'étais là, ouais, c'est un time suck. Mais je pense que ce que tu dis là, c'est peut-être que les gens sont plus conscients. Fait que tu viens peut-être juste changer ta méthode de travail pour maximiser justement ton 4 jours semaine. Puis, si je peux rentrer là-dedans, tu me dis, sinon on move on, c'est pas grave. Mais est-ce qu'à 4 jours, tu dis, mais vous allez avoir un salaire annuel anyway, comme si c'était un 40 heures? Ou est-ce que tu dis, les vacances, ça va être moins? Ou, tu sais, y a-tu... Ah non, c'est... Tu paramètres comment ça, dans le fond? Hein? On est... tout le monde a une rémunération compétitive sur une base de 5 jours semaine. Y a pas, on fait pas un 4-5e pour... c'est pas ça l'objectif derrière tout ça. Puis même, on a 5 semaines de... c'est 4 semaines de vacances plus la semaine de Noël là, qui est payée par l'employeur. Fait que, tu sais, on est quand même... on essaie d'être... Bon, ça me rejoint encore une fois dans mes valeurs, mais tu sais, tout le monde, c'est pas parce que tu sors de l'université que tu vas avoir 2 semaines de vacances, puis l'autre a 8 semaines dans son contrat de travail. Fait qu'on a une base commune. Puis même un jour, tu sais, des fois, je me demande... en Norvège, ils font ça. Tu sais, tous les salaires sont publics. Là. Tu peux googler puis trouver le salaire de ton voisin, de n'importe quel. Prénom et nom de famille, maintenant? Je sais pas utiliser, mais c'est sûr que tu peux trouver le salaire de tout le monde. Fait que tu sais, c'est pas tabou la rémunération. Wow. Fait que tu sais, nous autres, je sais pas si on va arriver à un jour à avoir notre page de Buffer, team members, puis de telle personne a tel salaire, telle rémunération.
Mais il y a quand même une volonté de ma part et de l'équipe, là. Ça dépasse maintenant juste mes décisions personnelles, mais d'avoir cette transparence-là avec l'équipe, puis c'est vraiment core là, dans nos valeurs. Okay. On fait des all-ins, on partage nos chiffres, nos revenus, nos défis, nos bons coups, nos mauvais coups, puis on itère là, ensemble là, sur améliorer en continu. Comme un backlog de dev, on a un backlog d'amélioration de la condition des employés. OK. J'aime ça. Je me demande, juste d'un point de vue chiffre, en ce moment, Lime, vous êtes où dans les rangs de financement? Combien de monde dans l'équipe? Il y a à peu près combien de clients? Tu peux sûrement me travailler une coupe? Oui, super. Ça va super bien. Là. En Q4 2023, là, la fin de l'année a été fantastique. Là. En ce moment, dans l'enregistrement du podcast. Là. J'espère qu'à la sortie, ça va continuer de bien aller. Mais on est rendu, dans le fond, on close l'année 2023 avec notre premier million en revenus. Let's go! C'est vraiment cool. Ouais, quand tu parlais justement c'est long en santé et tout. On a gagné un appel d'offres en Ontario. On est présent au BC. On a 21 clients au total, dont la moitié des 6 CIUS, je suis au Québec. Okay. Fait qu'on est, on est passé un point de bascule où on est vraiment un joueur important au Québec là, pour notre niche. C'est sûr, on a été chanceux. On a créé notre chance, là, mais on a été chanceux parce qu'il y a des volontés ministérielles qui ont fait que les établissements ont dû se prémunir d'une solution, d'accélérer leur acquisition de produits. Ça, c'est des choses que tu avais identifiées aussi dans ton analyse initiale, dans la littérature que tu as consommée initialement autour du domaine. Puis combien de monde dans l'équipe? On est rendu 16. 16. On est 16. Distribueur, Québec, Montréal. On est 100% remote. 100% remote, OK. 100% remote. On est des gens de la région de Montréal, en Estrie et Québec. C'est comme nos 3 pôles principaux. Je vais lancer ça comme ça. Je sais que tu as des kids puis une conjointe. Oui. Donc, clairement, tu ne vis pas tout seul dans une cave, mais tu es solo founder quand même. Oui. Puis ta team est toute remote. Est-ce que c'est lonely des fois, genre? Ouais. Ouais? Anecdote. Vas-y. Quand j'ai commencé, j'étais comme dans notre chambre. Puis là, on a redisposé la pièce. Puis là, je travaille dans mon walk-in, mon ex-walk-in. Fait que je suis vraiment plus que cloîtré. Ouais, puis, tu sais, je te dirais que même, ça se passe, il y a de la lumière. Tu sais, ce que ça se passe amène de partir une communauté, c'est quand même rafraîchissant parce que je crois que ça manque un peu plus dans la région de Québec. Là. Je le vois peut-être un peu plus, cette communauté-là, dans la région de Montréal. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a plus d'entreprises ou un facteur de proximité entre les entreprises ou juste le facteur géographique qui le fait. Mais où il y a une certaine solitude là, quand même quand tu crées ton domaine puis que tu ouvres ton Gmail et que tu as 0 email. Tu sais, tu n'as même pas de spam. Là. C'est vraiment la page blanche. J'ai vécu récemment. Ouais, avec Grip ou ça se passe? Plutôt avec Grip. Là. Avec ça se passe, ça rentre très vite. Mais ouais. Fait que c'est ça, tu dis, oh, OK, c'est quand même frappant, genre, t'as personne. Fait que là, je m'étais abonné à des newsletters juste pour tuer cette solitude-là. Mais rapidement, là, moi, je suis allé vers des incubateurs, des programmes d'accélération. Puis c'est une des raisons, ça, mettons? D'être entouré ou d'être pas seul ou je sais pas? Moi, je prends l'aide qui passe, là. Ces programmes-là existent. Je me mets à nu. Je suis comme, hey, je suis en train de faire ça. Autant auprès d'investisseurs, là, voici ce qu'on essaie de faire, où est-ce qu'on s'en va. Est-ce que vous pouvez nous aider? Puis dans bien des cas, ces communautés-là d'incubation ou d'accélération de start-up, ben, j'ai trouvé des piliers quand même intéressants qui nous ont amené des perspectives de croissance. Puis ça fait que, ben là, tantôt tu parlais de nos KPI, ben, on est en train de closer notre round seed en ce moment même. On avait un objectif d'1,5 million. On le close à 95% assuré. Puis on l'extend même à 2 millions. Fait que cool. on a beaucoup de traction. Et nos chiffres, là, nos 21 établissements de santé canadiens qui travaillent avec nous autres, ben, ça amène du revenu, ça amène un pipeline intéressant en 2024. Fait que là, on est ailleurs, mais tôt dans l'histoire, oui, il y a cette solitude-là. Tout le monde est en remote, fait que ça l'a aidé quand même à accélérer plusieurs rencontres, puis d'aller vers justement du mentorat ou de l'accompagnement d'entrepreneurs. On a travaillé. Des pairs un peu. Oui, exact, c'est ça. Puis là, je le vois à Québec. Là, je suis inclus dans certaines initiatives de la Ville de Québec, du camp à Québec. J'ai participé à Startup en résidence à Montréal avec Desjardins. Nice. Fait qu'il y a beaucoup de fraternité, je dirais. Oui, exact. Puis j'essaie maintenant de même moi m'impliquer puis d'aller vers des startups qui sont plus early que nous on l'est maintenant. Puis de dire, hey,
avez-vous besoin d'aide? N'importe quoi, là. Pourquoi? T'as 4 jours juste dans une semaine? Ben, Je t'agace, mais... Non, mais c'est une bonne question. Ouais, pourquoi à ce stade-là de ta carrière et de la croissance de ta compagnie, tu sens le désir d'ordonner? On est vraiment dans une niche, nous, précise. Ouais. Puis des fois, il y a une opportunité d'avoir des synergies entre entreprises, d'apprendre un et l'autre, fair. de partager, de faire une étude de cas dans le 6 de Chaudière-Appalaches, pour dire de quoi, avec une entreprise en health tech, là, chez Braver. Salut Braver. Mathieu Marilou sont très implantés là-bas. Fait que des fois, c'est vraiment juste d'ouvrir ces ponts de communication-là, puis on trouve là, des opportunités de collaborer, d'aller plus vite ensemble. Puis au final, le marché du Québec, c'est assez petit. Ouais, fair. Puis on vise pas à copier ce que d'autres font. T'sais, on pense qu'on peut peut-être travailler ensemble à juste 7 ans d'ailleurs dans le Canada, puis aux États-Unis. Puis, j'aime ça. Ouais. Parce que je te critiquais pas, clairement. Là. Moi, j'avais écrit 3 blog posts, j'avais généré 100 sessions, j'avais déjà le goût d'en parler à tout le monde qui voulait l'entendre, puis d'aider le prochain jeune qui suivait. Fait que ça fait partie aussi quand même de mon MO. Mais je pense aussi que ça a comme été un alley-oop qui t'a permis de mentionner l'effet de réseau, tu sais, puis l'importance d'être bien entouré. Puis c'est pas parce que t'es solo founder que t'es seul dans la solitude. Vraiment, vraiment pas. Il y a plein de... Que ce soit d'autres founders, des programmes d'incubation, mais je pense des que trucs que t'as dit. c'est ça, puis c'est différent du rêve là, de startup de bâtir quelque chose dans ton garage seul comme ingénieur. Je suis capable de coder, puis... Mais moi, j'ai été vraiment à l'opposé de ça. Je code pas. Ça coûte cher, là, développer du code. En temps et en argent, si tu l'outsources ou tu le fais avec une équipe là, spécialisée. Fait que j'ai vraiment été plus, OK, on part avec rien, puis on parle à plus de monde possible, que ce soit dans un écosystème de startup, avec encore une fois, des accélérateurs ou autres, puis on voit est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à collaborer, nous aider, puis les gens sont là pour ça. Là, As-tu l'impression, des fois, avocat du diable en ce moment, pas nécessairement ce que je pense, as-tu l'impression des fois que ces programmes d'incubation, d'accélération-là, ou ces événements-là, ou ces start-upers en résidence-là, peu importe, ça peut te défocuser? Oui, définitivement. Puis il y a l'appât du gain un peu pour la start-up, là, des fois, parce que souvent, il y a certains programmes qui viennent avec des bourses ou des... hey, on a des crédits là, pour t'aider en commercialisation. Fait que là, tu te dis, bon, je serais fou de ne pas prendre cette enveloppe budgétaire de 20 000 qui va m'amener quelque chose. Mais c'est sûr que si c'est pas aligné avec toi, tes objectifs comme entreprise, tu risques de mettre du temps sur quelque chose qui finalement ne crée pas de valeur, qui va être tabletté. C'est un bien beau d'avoir une étude de marché pour l'Allemagne. Si tu n'es pas prêt à lancer en Allemagne, exact. Ça sera peut-être même plus valide. C'est pas nécessairement parce que c'est gratuit que c'est valuable pour toi en ce moment. Il y a quand même une bonne écoute. Un gros, souvent, les slides qui t'est proposé est aligné avec tes besoins, mais c'est vraiment de vraiment retourner et dire non à certaines opportunités. Là, ce qui est très difficile, là, mais surtout quand il y a une enveloppe budgétaire et que tu sais que... Ouais, écoute, j'ai eu des réflexions moi-même par rapport à ça parce que, tu sais, avec Snipcart, il est arrivé des moments où on a, je pense, 2-3 fois facile, tu sais, une sub de quoi, la ville ou genre... voyons, le programme fédéral là, qui fait... La RSCDE. Non, ça, oui, le mais Paris. l'autre... Paris, exact. Je connais tout. Bon, t'en as checké une couple. Mais, puis tu sais, je veux dire, don't get me wrong, c'est super legit si t'as un projet qui fit avec, mettons, leur requête, là, ou leurs critères, excuse, puis que t'as, bon, le temps, la motivation d'aller monter ton projet, le pitcher, le faire approuver, faire le suivi, etc. Puis après ça, tu déploies ce capital-là de la bonne manière. More power to you, my friend, je suis content pour toi. Mais la vérité, c'est que la quantité d'énergie que je mettais là-dedans, surtout que moi, je détestais ça, faire ça. Il y a du monde qui ça les fait pas chier. Il y a peut-être du monde qui aime ça, je sais pas, je les connais pas. Mais moi, j'haïssais ça pour mourir. Fait que c'était tout le temps fucked up de voir toute l'énergie puis le temps avant que ça se close que je mettais là-dedans pour, mettons, je sais pas, 50 000. Après ça, c'était plus que ça, les autres trucs, là, mais... Puis je me disais tout le temps... Puis tu sais, j'ai eu cette discussion-là avec les gars qui m'ont mis sur le pod, là, puis eux, ils ont comme essayé une couple de fois, je pense, puis ça penche, ça les a juste fait chier, bien. Fait, man, on va vendre plus. Puis, tu sais, ils ont laser focus sur vendre plus de leurs services, de leurs produits. Et c'est ça qu'ils ont financé, tu comprends? Fait que je suis tout le temps à cheval pour moi, pour la suite, tu sais, avec ça se passe. J'ai checké au début, là. Mais finalement, man, j'étais allé closer 3 partenariats, tu comprends? Ouais. Fait que c'est tout le temps... Je sais jamais comment conseiller un entrepreneur
par rapport à elle devrait-tu aller voir ça, ces subventions-là, mettre du temps là-dedans? C'est une bonne question. Puis, tu sais, moi, je fais vraiment, je sais pas si ma déformation d'ingénieur, mais tu sais, une gestion du risque. Fait que tu sais, les 4 jours semaine, je te le disais, mais c'est quand même stratégique. Au-delà d'améliorer les conditions de travail, mais ça a été stratégique. Puis, les capitaux non dilutifs, ben, ça fait partie, moi, d'un pipeline. J'ai 3 pipelines. J'ai un pipeline de subvention, j'ai un pipeline de vente, puis j'ai un pipeline d'investisseurs. Je nourris ces 3 pipelines-là en parallèle, continuellement. Très cool. Fait que je cherche des nouvelles subventions, je cherche des nouveaux investisseurs et je cherche des nouveaux clients. Fait que ça vient réduire un peu le risque que si un ou l'autre de ces... T'as de la redondance. Ouais, exact, c'est ça. C'est vraiment ça. À un moment donné, ça m'est arrivé là, d'arriver quand même dans des défis financiers là, pour le payroll et tout. Ouais. Puis ben, c'était pas la vente finalement. C'est arrivé aussi qu'un investisseur s'est désisté à une semaine de Noël il y a 12 mois, puis que j'étais supposé avoir déboursé. Finalement, non, tu sais, conjoncture économique, finalement, on réinvestit. Mais je suis comme, c'était un done deal, là, ce qu'on s'était dit. Ouais, sorry. Là, c'est comme, my God. Fait au moins, j'avais d'autres sources de revenus pour balancer un peu le risque. Là. J'aime ça, le cadrage que tu fais, l'espèce d'analogie des 3 pipelines, ce que tu nourris. J'aime ça. Puis là, t'as vécu dans la health tech, right? En ce moment, c'est l'industrie de la technologie en santé. Tu y baignes. Ouais. Celle au Québec, il y a quand même une couple de joueurs. Tu sais, t'en as mentionné un de passage, Braver, mettons. J'aime bien le dude, j'avais mangé une fois avec, trippé. C'est cool, mais j'en connais pas plus. Tu comprends? Ouais. Fait que toi, c'est quoi ta lecture de l'état du health tech au Québec? Parce que j'ai l'impression qu'au Québec, c'est quand même spécifique parce que c'est pas comme si la santé, c'était un sujet que tout le monde s'entend sur comment ça va, qu'est-ce qu'il faut faire, tout le monde est content, puis on va juste s'amuser. Tu sais, c'est quand même un sujet épineux, la santé au Québec. Ah, tout à fait. Mais je pense que ce qui a historiquement été fait, c'est même le ministère de la Santé n'a pas bien défini son rôle en tant qu'opérateur du réseau. OK. Donc, c'est quoi le space que le ministère doit prendre en health tech? Est-ce que c'est à eux de bâtir l'innovation? Puis, dans les airs de Dr Barrette, là, avec les partis libéraux, c'est ce que moi, sans y avoir parlé, là, mais c'est ce que je sentais. C'est que, tu sais, on va le faire, on n'a pas besoin de l'industrie. Puis la techno, l'innovation tech, ben, était perçue un peu comme le diable, tu sais, le voleur de fonds publics. Got it. Mais est-ce que ça était... Tu sais, ils ont les mêmes défis après ça. Bon, l'embauche, la rétention de personnel, l'innovation, être disruptive, mais ils n'ont pas l'aspect de commercialisation nécessairement. Tandis qu'une entreprise externe, ben nous, on va être capable d'avoir une perspective en travaillant dans d'autres provinces, dans d'autres pays. Ben, on le sait un peu mieux comment réussir à arriver à vos fins. Fait que je pense que maintenant, le côté... c'est différent, disons. Là, comme ça, là, je ne veux pas tomber dans du politique puis je suis pas aussi pour le faire. Ben, il y a un modèle différent maintenant de dire, ben on a l'industrie privée a sa place à prendre. Puis là, je parle pas d'un système public ou privé là, en termes de soins et de services. Améliorer l'écosystème, la santé, ouais, mais que certains joueurs qui l'améliorent soient des joueurs en tech privé, mettons. Exactement. Fait que, nous, on arrive avec nos capitaux, notre équipe, puis on est capable d'innover dans une niche très précise. Ouais. Puis on est capable de guider là, les établissements puis le ministère dans c'est quoi les best practices parce qu'on a cette perspective externe de d'autres clients dans d'autres provinces qui font les choses qui sont soit plus avancées ou moins avancées, mais on a des apprentissages qu'on amène à contribution. Fait qu'est-ce que c'est le rôle du ministère d'innover, de bâtir la tech par eux-mêmes? Personnellement, je ne crois pas. Je pense que c'est qu'ils ont un mandat précis, mais que l'innovation, qu'elle vienne de l'étranger, du privé ou de l'étranger, ben, c'est positif aussi parce qu'on amène des produits de qualité internationale et qui viennent en tout cas aider. Fait que ça, je pense que... Mais là, où on se retrouve au Québec, c'est qu'on a une fragmentation de systèmes désuets, certains qui ont été bâtis à l'interne. Il y a quand même une certaine standardisation là, qui va être mise en place dans les prochaines années. Là, avec, il y a un gros projet là, qui s'appelle le DSN, là, le dossier santé numérique. Fait qu'il y a une refonte encore une fois, mais c'est ce dans quoi on a investi, nous, comme Québécois. L'équivalent du DSN, ben, c'est peut-être jeté à la poubelle. Fait qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits, custom, qui malheureusement ne seront pas réutilisés. Puis au final, des entreprises comme nous autres en health tech, ben, on génère des revenus de l'étranger, on ramène des capitaux au Québec, on paye nos impôts ici. Fait que quand même, on contribue financièrement à l'économie aussi, puis au PIB. Là.
est-ce que, statistiquement, plusieurs startups, la majorité, meurent, réussissent pas à trouver un product market fit, peu importe. Est-ce que cette stat-là est déjà comme intégrée dans la tête des décideurs dans les établissements de santé, puis ils sont comme, ben c'est vraiment cool ce que vous faites, puis comme je t'aime vraiment, mais si ta startup, comme 8 sur 10, 9 sur 10 autres meurent, je fais quoi moi avec ton système après, genre? C'est quelque chose qui est même popé dans une discussion? Oui, ça arrive quand on rencontre des établissements de santé, tu sais, ils veulent pas prendre de risques, ils veulent prendre la solution qui me posera pas un risque, qui sera pas un pain pour eux. Puis c'est comprenable, là, tu sais, je veux dire, ils runnent des trucs critiques, là, tu sais. Ouais. Mais des fois, on a justement des programmes d'innovation, des subventions là, qui permettent à des établissements de santé ou des organismes publics là, de tester l'innovation. Fait qu'eux autres vont avoir un avantage financier à tester l'innovation qui vient d'ici ou qui est faite ailleurs. Puis là, ben, nous, on reçoit une portion des fonds ou eux-mêmes reçoivent des fonds. Okay. Fait qu'il y a quand même cette culture-là d'encourager le test de l'innovation. Je pense que ce qu'on a un défi, c'est la mise à l'échelle. Tu sais, quand tu as validé, mettons, une techno X dans un établissement de santé, mais c'est dire, OK, good, là, on le sait, là, la gestion de tel type de patient, mais c'est tel techno qu'on a besoin. Go, là, déployons ça dans tous les établissements au Québec. Ça, c'est le ministère de la Santé qui fournit des enveloppes pour ça? C'est de où que ces incentives financières-là à innover pour les établissements de santé viennent? C'est souvent le MEIA. Il y a des programmes fédéraux, mais sinon, c'est le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui, eux, mettent des budgets à disposition. Il y a des programmes de la Ville de Québec aussi ou d'autres villes là, qui permettent aussi là, de faire... Pour les établissements de santé. Pour les établissements de santé, puis même pour vous, mettons. Pour d'autres compagnies. Oui, exact. Fait qu'il y a des enveloppes budgétaires. Mais ce qui est tough pour une entreprise, un entrepreneur, c'est pas des enveloppes budgétaires que tu sais à l'avance. Fait que soudainement, il y a un appel à projet qui pop. Puis là oh, OK, good. On fit. Puis là, tu as 3-4 semaines pour répondre, fournir la documentation, trouver un établissement partenaire pour déposer ça. Fait qu'il faut que tu sois quand même très agile pour... Puis il faut que tu cadres aussi. Là. Tu sais, des fois, il y a beaucoup de critères d'admissibilité. Je suis content, man, qu'il y en ait des entrepreneurs comme toi qui décident d'améliorer le système de santé puis qui soient à l'aise de jouer avec ces règles-là, ces dynamiques-là de marché. Parce que moi, ces choses-là, d'autres, je serais incapable de faire. Tu sais, juste la latence ou l'attente ou... Tu sais, je pense pas que j'ai une patience puis un time preference qui est aussi hot que le tien. C'est-à-dire que, tu sais, de savoir que je dois financer avant de pouvoir générer mes revenus, mais même pas être sûr que le moment où je génère mes revenus égale product market fit, ça se peut encore, je me plante. Tu sais, pour moi, personnellement, mon profil psychologique, ça aurait été super tough. Mais Chris, que je trouve ça important qu'on innove, tu sais, dans ce côté-là. Fait que de voir un gars comme toi qui va, puis avec ta team, je trouve ça malade. Puis ce que je trouve aussi, c'est un moment un petit peu plus métacognition, mais c'est genre, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est comme un crash course aussi sur la health tech au Québec, tu sais. Genre, les autres entrepreneurs qui sont là-dedans vont pouvoir dire ce qu'eux en pensent, sont-ils d'accord, sont pas d'accord, mais tous ceux qui veulent innover, puis genre aussi aider d'une autre manière, une autre niche que la tienne ou whatever, ils vont faire comme, OK, voici le terrain de jeu dans lequel je m'embarque si je pourrais m'en aller là. Fait que je trouve que côté éducation d'un marché spécifique au Québec, ben, pas juste au Québec pour vous, là, mais c'est-tu juste au Québec? Non, on est en 3 provinces en ce moment. C'est bon, OK, c'est bon. Mais ce que tu dis là-dessus est important parce que souvent, oui, il y a la naïveté de l'entrepreneur qui commence et dit « Ah, il y a un problème, je vais le résoudre. » Mais des fois, tu le disais toi-même, tu sais, c'est pas le meilleur produit nécessairement qui va être adopté. Fait que même si t'es disruptive, que t'arrives avec l'intégration de l'AI puis que t'as plein de barrières à franchir pour réussir en health tech. Puis c'est vraiment là, un parcours là, éternel. Ben, toute la partie sécurité, gouvernance, la donnée, il faut que tu sois SOC 2 type 2. Mais là, au Québec, tu as d'autres certifications de plus. Puis c'est comme, pourquoi le standard international ne le fait pas? Non. On a des... Là, faut que tu débourses. Là, on a payé récemment, c'est public, là, on a payé une certification de TGV. Fait que c'est... Pour les trains à grande vitesse? Exact, ouais. Tu vois, l'université nous on appelle ça tequila, gin, vodka. Un shooter 3 en 1, dégueulasse. Les ingénieurs. Ouais. Mais tout ça pour dire que c'est une certification custom qui quand même réplique au Québec, avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, mais il faut que tu débourses comme entreprise un 15 000 $ pour avoir cette certification-là. Fait que là, dans le cash flow, tu fais
OK, pas le choix de l'avoir, c'est bon, on s'enligne là-dedans, mais alors que tu peux pas la réutiliser. Ça, c'est une dépense pour un... Ouais, c'est vraiment un checkmark, alors qu'on a tout plein d'autres tu sais outils de gouvernance. qu'au fond des choses, t'as ce qu'il faut pour que ça pète pas puis que ça soit sécure puis tout ça. Ben, on sent pas qu'on a créé de la valeur, ni pour les clients, ni pour avec le patient. cette autre... Ouais, exact. Ouais. Je vais mettre mon chapeau de marketeur un petit peu sur ma tête en ce moment parce que là, on catch ton space très bien, on catch ton produit très bien, ton parcours, tu sais, on a une bonne idée. Mais t'as dit, man, on est rendu déjà à notre premier million, tu sais, en revenu, c'est-tu annuel récurrent ou c'est des... Ouais, exact. C'est quoi ton modèle? OK, bon. Fait que pour te rendre là, ben, il faut que tu en vendes des abonnements, des licences, je sais pas comment tu le cadres. C'est quoi vos canaux d'acquisition spécifiques ou genre qui fonctionnent ou que vous essayez? Là? Santé, c'est lent, fait qu'on est vraiment pas dans du digital marketing. T'sais, on est vraiment traditionnel. Parfait. Cold email, cold call. On se présente des événements en health. On est conférencier en health. C'est ça que je me disais, mais je voulais voir s'il n'y avait pas un blindside que j'ai pas vu. Je me disais, Chris, c'est sûr que tu targetes pas le comité d'utilisateurs sur Instagram avec une pub de Lime. Là, t'sais. Non, exact, c'est ça. On fait pas de pub. Faut jamais de pub. Ben, je pense pas qu'on fasse de la outbound. Ouais, outbound. Carrément cold calling, cold emailing. Ouais. PR, rep, les events. Là, genre, te présenter dans des... Comment t'appelles ça? Des colloques ou des trucs dans le genre? Oui, exactement. Ouais. C'est ça. Autant, on le fait au Québec, on le fait à eHealth, là, qui est l'événement Health Tech en healthcare au Canada. On se présente à HLTH, qui est une fois par année à Las Vegas. On essaie d'être conférencier aussi. Fait que ça me semble pas très health. HLTH à Vegas? Vegas. Ouais. Ben, c'est un autre monde, là. Ouais. Les États-Unis, je veux dire, on a eu un show privé de Ludacris, genre... on était 3000 personnes, bar ouvert. Tu sais, c'est un autre monde. Tu t'aurais jamais ça au Canada ni au Québec, là. Si tu m'avais dit qu'on dropperait Ludacris sur le pod d'aujourd'hui, je t'aurais pas cru. Là. J'adore ça. OK, fait que c'est comme un... C'est quoi? C'est un prestige autour de la... Comment ça arrive, ça? C'est un réseau de la santé. Je veux dire, c'est privé là-bas. Ah. Fait qu'il y a... Ouais. Tu sais, là-bas, notre produit, si on parle pas d'expérience patient, notre marketing va être fait beaucoup plus l'acquisition de vos clients, la rétention de tes clients, les patients. Là. Ouais. Fait qu'il y a une relation différente dans les mouvements d'argent entre ton consommateur et tes soins de santé que tu vas fournir. Wow! Ouais, fait que c'est un autre écosystème, puis il y a de l'argent, là, c'est fou, là. Est-ce que tu vas ou tu veux commercialiser aux États-Unis aussi? Oui, on commence des approches, même qu'on onboard probablement un investisseur, là, c'est pas encore confirmé, de Boston. Pour avoir quelqu'un qui est comme pied sur le terrain, contact, etc. Comprendre l'écosystème, comprendre comment utiliser un réseau de contacts, là, c'est des gens qui sont plugués avec Harvard, qui ont des réseaux qui font partie d'un réseau de médecins, fait qu'on... ça nous amène, encore une fois, ça nous accélère d'arriver nous autres avec notre baluchon et d'essayer de... Hey, on s'achète... Hi, my name is... Ouais, c'est ça. Mais... Non, mais ça, c'est les gars de Zephy disaient qu'ils avaient changé leur nom. Là, parce que c'est des Français. Oui. Fait qu'ils essayaient de commercialiser. Il faut juste s'appeler François, ça s'appelle Frank. Fait que, Harvard, wow. Mais on est très fort à essayer de répliquer le modèle qui a fonctionné dans le passé. Fait que, plutôt que réinventer la roue dans notre stratégie de commercialisation, d'aller chercher des clients, on va sûrement... s'installer à Boston ou peu importe, là, on va trouver un incubateur qui va nous accompagner. On va trouver un réseau existant, puis on va trouver nos premiers projets, avec des revenus ou non, pour valider notre product market fit. Puis au final, le marketing dont tu parlais, ben, c'est les résultats de tout ça. Soit qu'il y a une publication qui est faite, soit qu'il y a du referral qui va être fait. Ouais. Puis on va partir d'un premier projet vers d'autres projets. Ouais, tu vas builder un petit peu de, je vais pas dire hype, là, parce que c'est comme cheap comme mot, mais tu vas builder de l'effervescence. Puis tu vas capitaliser là-dessus de la manière qui fait le plus de sens, mais en ayant une présence, quand même une proximité avec le market que tu veux développer. Ce que nous, on n'a jamais eu à faire, tu comprends, genre, tu sais, avec Snip. Tout le monde venait, ouais. Les programmeurs qui font du e-commerce sont partout, là. Puis exact, je faisais pas d'outbound, fait que j'avais pas besoin d'avoir un pied. Tu sais, la culture dev, tu la connais, là, déjà très globalisée, très... Tout le monde en anglais, très open source. Fait que tu sais, c'est comme... Il n'y a pas ces facteurs-là qui augmentent la confiance en l'offre ou l'entrepreneur ou le vendeur. Tu n'as pas besoin de ça quand tu vends des devs. Ouais, j'imagine. Ou moins. Il n'y aura pas d'article sur Hacker News là, de ce qu'on fait. Puis il n'y aurait pas un...
C'est encore drôle, man. Tu pourrais probablement pull-off quelque chose par rapport à la culture d'entreprise, puis le 4 jours qui est comme, finalement, ton monde sont encore plus efficaces. D'après moi, on va te donner une petite heure pro bono de consultation. On va te faire monter ça. Je sais pas si je suis encore capable de puller ça off. Mais ça serait, oui, mais à quelle fin qu'on le ferait? Ce Faire serait exact, pour le brand employeur peut-être, Ouais, pour ça le peut être ça. recrutement. Peut-être ça pourrait aider, mais ça ne nous amènera pas des nouveaux leads ou des nouveaux contrats ou des revenus. Là. Puis votre pricing model, j'imagine, tu sais, c'est privé. Là. Tu peux pas dire comment ce monde-là paye, mais tu peux peut-être dire ce que tu charges. Tu sais, est-ce que tu charges au call d'API? Est-ce que tu charges aux communications envoyées? Est-ce que c'est des licences? Ouais, c'est une bonne question. Si tu peux, là, évidemment. Il y a un livre que j'ai lu il y a une couple d'années qui s'appelle Monetizing Innovation. OK. Je me souviens plus du nom de l'auteur, je m'en excuse, mais On c'est le mettra vraiment dans les show notes. super. Mais je trouve ça super intéressant parce que toute la modélisation financière que tu fais par rapport à un client, c'est la même chose que tu fais en produit. C'est d'être à l'écoute, comprendre ces variables avec lesquelles lui peut jouer, c'est quoi son budget, c'est quoi les KPI qu'il essaie d'atteindre. Fait qu'on, avant... À quoi il compare aussi le poste de dépense, mettons. Exactement. Avez-vous un budget cette année? Nous autres, on leur demande leurs années financières. Est-ce qu'ils ont déjà dégagé un budget? C'est un projet de 12 mois qu'ils veulent faire. On va chercher beaucoup de variables. Et ensuite, on leur fait des propositions là, custom, là, mais ce qu'on offre, dans le fond, c'est des licences là, basées sur une volumétrie estimée ou un déploiement estimé de notre SaaS. Puis, fait que c'est une licence. Si ça dépasse le cap, as-tu des mécanismes en place? On appelle ça du fair usage. Là. Fait que on se met un cap pour dire, au-delà de temps de communication avec des patients, là, il y a une braquette qu'il faut renégocier. Ou sinon, c'est simplement... c'est ça, il y a des fois, on le price in en disant genre, au-dessus de tel temps de communication avec des patients, ça va être tel prix. Là. OK. Ouais. Fait qu'on est assez créatif, mais la référence là, du livre dont je fais, c'est tu l'as dit toi-même, financer ton entreprise par les revenus, c'est une excellente façon d'opérer. Absolument. Puis, c'est pas tout. Là. Tu peux pas undercut pour essayer de battre la compétition. C'est qu'à un moment donné, tu vas discréditer la qualité de ton produit, tu vas discréditer la qualité de ton équipe, nous autres, ton équipe de Customer Success. C'est une valeur ajoutée. Fait si le client ne comprend pas ça, ça veut dire que tu fais soit un mauvais pitch ou qu'il n'y a peut-être pas un fit à ce moment-ci avec le client. Puis malheureusement, on passe par-dessus. Puis on se reparlera dans 6 mois, 12 mois. Il y a des bons risques qui reviennent. Ouais. Puis aussi, tu builds la preuve sociale pendant ce temps-là. Il y a peut-être quelqu'un d'un autre hôpital ou établissement de santé qui finalement ont commencé à l'utiliser. Puis tu sais. Ouais, c'est super important ce que tu dis. Nous autres, c'est vraiment ça. C'est bâtir la confiance avec l'établissement de santé, les acteurs, pour qu'on ait un rayonnement positif là, à travers le réseau. Lequel de ces canaux de marketing d'acquisition, excuse. Fait cold calling, cold emailing. Après ça, tu vas avoir genre probablement des discovery calls, là, plus démo produits. Tu avais parlé d'aller dans les events en personne. Lequel t'aimes le plus ou lequel dans lequel tu étais meilleur, mettons? Parce que là, je sais que maintenant, tu as une team, tu as passé la balle à certains, mais qu'est-ce que tu as fait le plus là-dedans, toi, personnellement? Je pense que c'est mon côté produit, de comprendre le besoin puis d'être rapidement capable dans du discovery, de comprendre leurs besoins puis spontanément, mettons, de proposer des solutions, de comment on va adresser les concerns. Fait que n'ayant pas nécessairement la solution, puis ça montre une certaine maturité parce que nos compétiteurs, souvent, là, vont être dans plusieurs verticales. Nous autres, on est juste en healthcare. Fait qu'on on drop là, des concepts qu'ils connaissent, là, de l'amélioration continue, du quadruple aim objective, on n'ira pas dans le détail de ça, du value-based care. Fait que là, quand on parle ce langage-là, on vient encore une fois bâtir la confiance. Fait que c'est pas tant... Tu sais, on s'est déjà fait dire en démo, vous avez vraiment un beau produit, puis j'avais pas encore démoé le produit. Là. Mais juste le fait qu'on parle leur langage, on comprend leur réalité, bien, on bâtit cette confiance-là. Fait que je te dirais que être à l'écoute, puis de montrer qu'on a un sérieux, une volonté sérieuse de les accompagner à réduire un fardeau administratif, puis d'être compliant, là, bref. Là. Mais je te ferai mon pitch à la fin. Non, mais c'est bon, j'aime ça, man. Puis, est-ce que t'en fais moins aujourd'hui de la commercialisation, pas de la commercialisation de produits, mais de l'acquisition, que ce soit de vente ou marketing, peu importe. Moi, je suis, moi personnellement, toi. Je suis quelqu'un qui est, je me définis comme un servant leader. Ça veut dire quelqu'un qui est au service des autres. Fait qu'on a embauché des gens vraiment très, très forts, côté expérience et talent. Puis moi, je leur demande constamment comment je peux t'aider.
Du moins, si l'équipe écoute le pod, je réitère que c'est mon intention de continuer à vous aider. Puis, tu sais, mon but, c'est vraiment de dire, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main en commercialisation? Puis quand l'équipe est autonome, ils me disent non, tu sais, je ferme les livres, puis je fais, OK, bonne chance, ça. Puis vous me direz si jamais je peux aider. Oui. Mais j'essaie d'être de même en produit. Fait que le fait d'avoir embauché des gens de talent, je suis pas là pour leur dire quoi faire. Je suis là pour, des fois, leur proposer des alternatives, challenger, vérifier leur point de repère. Mais encore une fois, je suis vraiment pas quelqu'un qui leur souffle dans le cou puis qui essaie de tout contrôler. Au contraire, là, je suis là pour dire, OK, je suis comme la main-d'œuvre un peu volante, fait que utilisez-moi à votre sauce. Fait que je fais encore autant, je te disais mes 3 pipelines, je garde de l'énergie puis je mets du temps en commercialisation, en subvention. Là, puis moi, je lis mon watch, je pensais jamais arriver là, mais quand je suis dans mon Trello, admettons, là, puis mon Kanban, puis que je tasse ma petite carte là-dedans, là, puis j'ai déposé une subvention. Là, je fais comme, yeah, good job. Puis il n'y a pas personne pour me dire ça, mais là, même que les. Un peu de sérotonine qui pop ou ouais, je suis comme, yeah. Mais quand on a une confirmation qu'on l'a eu, yeah, tu sais, c'est que tu vois un certain ROI de tout ça aussi. Là. Ouais. Tu dis que tu as du monde talentueux dans ta team, tu viens de le mentionner. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de trouver des talents en SaaS au Québec? Il y en a plein. Il y en a plein. On est vraiment très créatifs. Les embauchés, c'est une bonne question. On a fait... moi, je veux dire, on a parlé de notre projet, puis ça a fait boule de neige. J'ai travaillé avec Guillaume Simard chez Pléo. Ouais. Guillaume, finalement, il m'a présenté son beau-frère, qui est Guillermo, qui travaille avec nous autres depuis maintenant 1 an et demi. Shout out, Guillermo a fait un excellent job en lead nurturing, lead acquisition. Cool. On a le plus gros corps d'acquisition client au Québec, là, puis c'est grâce à son travail des 15 derniers mois. Fait qu'il y a eu beaucoup de referrals quand même de proximité. Ouais, puis au début, le noyau que tu construis se construit souvent par là. Exact. Quand tu es rendu à en embaucher 300, c'est d'autres process. Là. J'imagine. On n'est pas rendu là. Puis éventuellement, on aura peut-être quelqu'un au HR qui va devoir nous aider là-dedans. La première fois que j'ai travaillé avec quelqu'un au HR, j'ai fait « Oh, wow! OK. » Il y a une quantité de pains puis de to-dos qui viennent de s'évaporer de ma liste à moi. Là. Ouais. Mais, il y a une entreprise qui me parlait justement, ils ont atteint 40 employés puis ils viennent d'embaucher leur personne au HR. Ouais. Puis je pense qu'ils sont là comme pour réparer des choses. Ah. Mais chez Pléo, c'était différent. Je pense qu'il y avait 6 personnes au HR puis on était 100. C'était très agressif, mais ça permet à ces gens-là d'avoir des projets, un peu de voir, d'investir en fait dans leur stack HR puis de dire qu'est-ce qu'on vise à mettre. Fait qu'on avait des offsites chez Pléo, c'était euphorique. Là. On allait, toute la gang, on était 200, 300, puis on allait tout en Irlande du Nord, à Dublin, genre, c'était pas à Dublin, mais en Irlande du Nord, toute la gang, genre pour un offsite de 2 jours. Puis bon, il y avait l'entreprise était très bien financée, là, mais ça prend de la préparation. Puis c'est un investissement que tu fais dans ta rétention. Puis même Pléo, il y avait leur marque employeur était très forte. Fait qu'il y avait des CV en continu. Fait que, effectivement, comme tu dis, quelqu'un d'HR arrive avec qui permet de réparer peut-être et de stopper là tout. Mais c'est un investissement aussi, je pense. Dans nos conversations précédentes, tu as sorti un terme que je vais essayer de reprononcer comme il faut, le fameux Perfertenschlag. Parle-moi du fameux Perfertenschlag. What the fuck is that? Puis comment tu vis ce je pense qu'on a parlé. T'es un fan de The Office. Je le suis. Ouais, excellent. Moi aussi, c'est comme une des téléséries, là, une go-to série que je vais juste ouvrir un. Feel good. Feel good. C'est comme un reposant mentalement aussi. Là. Exact. Je sais à quoi m'attendre, puis ça fait comme 6 fois que je check les 9 saisons back-à-back. Fait que c'est pas. Il y a rarement des surprises. Mais là, j'ai écouté aussi les Ladies of the Office, là, qui est comme un podcast de Pam et Angela. Wow! Puis là, ils décortiquent. Mais c'est long, là. C'est 1 heure par épisode. Puis ils décortiquent l'épisode complet. Fait que là, t'as plein d'insights, t'as plein de choses que t'as pas vues. Fait que ça te force encore une fois à réécouter. Anyway. Perfertenschlagen, ça vient de Dwight. Pour répondre à ta question, c'est Dwight qui, je pense, à un moment donné, il arrive, il pense qu'il va être père, puis il est promu ou il y a un mandat spécial. Fait que là, c'est le moment dans la vie d'un homme que tout, genre, s'aligne parfaitement. Fait que je pense que ça s'écroule dans son cas, là, mais il voit ça vraiment comme c'est comme une convergence là, optimale des choses. Ouais. Fait que là, je pensais t'as vécu ça, t'as senti ça à un moment donné? Même il y a un employé qui me demandait récemment, genre,
sais, es-tu fier? Tu sais, c'est vraiment hot ce qu'on bâtit, là. Puis, tu sais, t'en es-tu fier? Puis, sur le coup, j'étais comme, je sais pas, hein. Tu sais, je suis dur envers moi-même, là, comme personne, là. Je regarde en avant, pas souvent par en arrière de ce qu'on a accompli. Fait que, tu sais, oui, là, la réponse réelle, c'est que je suis très fier de ce qu'on a fait. Puis, tu sais, je suis arrivé au mois en Q4 là, de 2023, fin d'année. Là, on a notre 30 seed qui je peux pas dire done deal, là, je veux pas le jinxer, mais tu sais, qui est vraiment très bien aligné. On a signé, là, on a doublé notre nombre de clients dans les derniers 2 mois. On a du feedback positif des clients. On réussit à avoir un impact social comme on voulait. Puis ça, c'est toute la partie professionnelle. Mais tu sais, en parallèle de ça, ben, tu sais, on arrive, moi, ça fait quand même 3 ans que je suis dans l'aventure. OK. Puis, tu sais, je suis quand même content d'avoir gardé un équilibre de vie, là, je te dirais, personnel, professionnel. Est-ce que tu es content de l'avoir gardé parce que par le passé, tu l'as perdu ou tu étais en déséquilibre ou juste parce que maintenant, il y a plus de pression professionnelle et malgré ça, tu as gardé un équilibre personnel, Jean? En fait, j'ai pas voulu tomber dans le moule de l'entrepreneur qui travaille, qui est workaholic puis qui se valorise que dans son travail. Avocat du diable, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un risque de tomber là-dedans, de tout optimiser pour le travail, puis d'avoir beaucoup... C'est quand même... Il y a beaucoup de reconnaissance de se faire, de réussir en affaires. Là. Mais ça peut venir avec des impacts ou des impacts sur la vie personnelle qui ne sont pas nécessairement mis en lumière sur la vie, la qualité de la vie familiale, sur ta santé personnelle aussi. Fait que c'est pour ça, tu sais, le terme de droit, ben, je suis fier d'arriver à un point où puis là, je ne vais pas braguer, désolé tout le monde, mais tu sais, je suis super content d'avoir couru, d'avoir atteint 1000 km de course cette année. Nice. Tout d'un bout, hein? C'est ça? Ouais, tout d'un bout, c'est ça. Attaché en l'air d'un char. Mais c'est hot, man. Tu sais, j'ai fait le marathon de Québec. Puis pour moi, justement, le marathon de Québec, c'était vraiment un peu stretché. Je n'étais pas rendu dans mon entraînement, mais ça prenait. Puis il y a un podcast que j'écoute qui s'appelle Upika. C'est du monde de la région de Québec, mais c'est des super athlètes. Là, puis il y a un des Sébastien Sadville qui est comme super intense. Lui, il a fait Race for America. C'est un genre de 5000 km non-stop là, de vélo. Puis il parlait beaucoup de cette sérénité-là qu'il faut que tu ailles genre, dans ta vie personnelle, professionnelle pour réussir à comme accomplir des grandes choses. D'autres, comment tu peux avoir une sérénité et un équilibre si tu cycles 5000 km d'affilée? On dirait que dans la tête, c'est insane. Ben, c'est ça, mais son approche dans le podcast, c'est super intéressant parce qu'il parle de faut que tu aies une bonne qualité de sommeil, un des exemples. Mais c'est pas une semaine de sommeil qu'il faut que tu aies. Il faut que ça fasse 1 an que tu dormes bien. Puis comment tu fais pour dormir bien pendant 1 an? Ben, ça veut dire qu'il faut que tu sois en paix avec tes relations interpersonnelles, ta vie de couple. Tes addictions, si tu sais, aux jeux vidéo ou à sortir ou à peu importe c'est quoi. Ouais, exact. Fait que c'est une certaine forme de discipline, mais saine. Là. Je vais pas tomber dans le mode excessif. Exact. Fait que tu sais, ça me parle beaucoup, cette rigueur-là, mais moi je fais... Sébastien, je pense qu'il est très impliqué dans la communauté et tout, mais c'est vraiment de se mettre au centre puis mettre ce qui reste après une entreprise, ben, c'est pas... Oui, si tu fais un exit puis tu es successful, mais ça donne rien d'arriver dans ton chalet tout seul puis avec rien d'autre à... Baller tout seul, c'est plat. non. Mais non, c'est quand même un sujet sérieux. Je veux pas le cartooniser, là, mais l'affaire aussi que je veux dire, c'est que quand tu te mets dans le mode là, hustle, grind, puis que tu fais de ton identité et de ton temps que le travail. Là. Si ça pète, là, tu pètes beaucoup puis longtemps. Ouais. Parce que d'avoir plusieurs cordes à ton arc comme entrepreneur, comme humain complet, la famille, les amis, les hobbies, le sport, le sommeil, la bouffe, whatever it is, ça renforce ton identité puis ça la rend multiple et pas single track. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis il y a plein d'entrepreneurs qui exitent puis qui se rendent compte, wow, man, il n'y a rien d'autre dans ma vie. Il n'y avait rien d'autre que la startup, mettons. Puis là, je me rends compte que j'ai négligé telle affaire. Maintenant, j'ai investi dans telle affaire. Ouais. Puis moi, ça a pris, c'est con, mais on ne voulait même pas vendre Snipcart, mais ça a pris vendre Snipcart, faire un certain montant d'argent, passer à travers une épreuve vraiment tough de la vendre, mettons. Pour que je décide de mettre du cash dans le gym, genre, puis de recommencer à m'entraîner. Ou de faire quelques autres changements dans la vie. Fait que tu sais, c'est comme... Ces choses-là, tu peux les intégrer dans ton processus pendant. Tu sais, c'est pas juste une finalité de... Tu fais un coup de circuit, donc tu as le droit
de vivre toutes ces choses-là. Ouais, exact. C'est... Ça n'a pas besoin d'être décalé. Tu peux les faire en parallèle, c'est ça. Ça prend, par exemple, une certaine forme de discipline, puis de dire non à des opportunités de, je sais pas, là, un 5 à 7 là, de réseautage. Ben, à un moment donné, tu vas peut-être dire non. Tu vas peut-être dire non à certaines opportunités, certains investisseurs, certains... Fait qu'il y a des compromis à faire d'un point de vue business si tu veux réussir à intégrer des modes de vie sains à travers ça. Ça te donne les ressources puis l'énergie pour être là longtemps. Puis pour prendre des hits. Parce que Dieu sait que tu vas en prendre des hits. C'est juste normal. Fait que si tu as toute cette base solide-là dans ta vie, ben, c'est plus facile de continuer, j'ai l'impression. Ah, c'est sûr. Ah, tu vas me voir des fois à gérer mes émotions. Je me mets mes écouteurs puis je vais courir 20 km là, spontanément parce que j'ai besoin d'un peu digérer puis de prendre la perspective par rapport à une situation qui s'est passée puis sur laquelle j'ai pas eu de contrôle ou qui était spontanée. Fait que, mais j'ai ce réflexe-là plutôt que peut-être dire « Ah zut, j'ai une dure journée à job, ben, je vais m'ouvrir une bouteille de vin parce que ça va être ma béquille, mettons, pour... Fait que, en tout cas, bref. C'est ça. On en a parlé offline, mais je pense que ça va à peine d'en parler sur le pod aussi. T'as fait un bon moment de sobriété de 2 ans, c'est ça? Oui, je suis rendu à 2 ans et demi là, de sobriété d'alcool, effectivement. Puis ça s'inscrivait-tu, ce choix-là, dans justement avoir plus de ressources, plus d'énergie, être plus équilibré dans toutes les facettes de ta vie, business comme personnel? C'est bon que tu en parles. Tu sais, c'est challengeant pour un individu, mettons, de dire « OK, moi, je prends plus d'alcool. » Mais je pense que c'est challengeant aussi pour les relations humaines. Là. Tu sais, je pense qu'on s'en rend encore... Je pense aussi, là, ça fait quand même quelques années que t'es ça. Le premier. En fait, mais que ça sorte, ça va faire 7 ans. Félicitations. C'est vraiment... Puis je pense que je voulais maximiser les chances, dans le fond, de réussir sur mon équilibre personnel, professionnel. Nice. Puis j'ai vu comme l'alcool comme n'étant pas nécessairement un ajout, un support, mettons. Exactement. Fair. Fait que c'est sûr que, bon, l'alcool facilite certains tissus sociaux, enlève certaines barrières pour réseauter et tout. 100%. Mais, je me suis rendu compte que juste de dire oui ou non de temps en temps, souvent on me pose la question, mais pourquoi tu t'autorises pas, mettons, une journée semaine ou une fois par 2 semaines ou peu importe. Puis je suis comme, c'est tellement lourd psychologiquement de devoir décider du moment que tu dis oui ou non. C'est tellement libérateur, un peu comme... tu sais, de ne pas prendre cette décision-là que aujourd'hui, oui, demain, non. Tu sais, je joue au hockey. Puis après le hockey, OK, non, pas aujourd'hui. Là, demain, j'ai un souper d'affaires. Après ça, avec ma conjointe, on prend une bouteille de vin. C'est comme le nombre de décisions, Antoine, incluant de l'alcool que tu dois prendre. Juste de dire non, ça facilite. Puis j'ai vu toutes mes KPI de santé s'améliorer. Meilleur sommeil et plein d'autres choses. Je pense que je peux me mesurer, mais tu sais, pour la santé mentale, je me sens vraiment plus outillé aussi. Puis je ne connecte pas ça à l'alcool, mais j'ai intégré beaucoup plus d'activité physique. Ben oui, parce que ça libère, veux pas, du temps, du budget, somehow. Ben, j'écoute un match de hockey à TV avec un ami, on prend 2-3 bières, le lendemain, je serai pas au gym à 6h30. Tandis que là... souvent, tu vas me trouver sur un vélo de spinning. J'étais assez intense, là, mais... Tu fais du spinning? Je joue au hockey, je fais du spinning, je fais de la course. J'étais assez actif, là. Puis avec mon les plus vieux, on fait du vélo de montagne. En famille, on fait du ski. Tu fais du vélo de montagne? Ouais. Connaissez-vous Andréane Lantinado? Non, mais c'est vrai, tu t'en as parlé. C'est vrai, tu en as parlé sur le pod plus tôt cette année. C'est une athlète internationale de downhill, de enduro. Fait que c'est une machine, d'ailleurs. C'est vrai, je vais regarder ça avec Jacob, mon plus vieux. Il va être très content de la découvrir, de la suivre. Ouais, c'est ça que j'ai parlé en venir ici. Puis ça arrive souvent qu'il y a du monde sur le pod qui sont dans le milieu plus mountain bike. C'est comme Lantinado. Oh non, shit, t'es le frère Andréane. Je suis tout le temps comme non. Andréane, c'est ma soeur. Ouais. Mais moi, j'adore ça parce que je vais chercher justement de l'accomplissement dans l'activité physique. Puis, il y a des gros parallèles, honnêtement, entre le sport et l'entrepreneuriat. Là. Puis j'en parlais avec ma soeur juste avant de t'arriver, de te rejoindre. Puis j'étais comme, je pense qu'on va peut-être faire un épisode spécial là-dessus un moment donné. Ah, ça serait super intéressant. Ouais. Puis même Sarah Baribeau, là, que je connais de l'université, qui est Pourquoi ce nom-là me dit quelque chose? Fondatrice de Bougeotte et Placotine. C'est une entreprise de Québec. Ouais. Puis elle était sur le podcast du Pick-up, elle en parle de ça aussi. Là, de conjuguer l'entrepreneuriat et l'activité physique. Ouais. J'aime ça. Puis, est-ce que tu considères que la sobriété, socialement, c'est plus facile aujourd'hui? Ben toi, tu l'as
Ça fait 2 ans et demi, fait que c'était... 2 ans et demi, mais je faisais des mois sans alcool avant. OK, Ouais, bon, ça, je l'ai fait parfait. quand même longtemps. Fait que moi, je dis ça parce que ça me fascine. Tu sais, quand j'ai arrêté, la première fois que j'ai arrêté 1 an et demi, j'ai recommencé un peu, puis là, j'ai arrêté. Là, cette fois-là, ça fait 7 ans, maintenant. Fait que, alright, mais la première fois que j'ai arrêté, d'autres, genre, au bar, au resto, c'était un Coca-Cola, tu comprends? Là, genre, il n'y avait pas de bière sans alcool, de kombucha, de gin sans alcool. Puis aujourd'hui, il y a comme ça monte par le bas, right? Là, genre, les jeunes, là, comme c'est comme plus un mouvement, des fois, même, ça me demande trendy de ne pas boire, genre, que c'est pas cool de boire. Puis c'est comme, socialement, c'est tellement facile de ne pas boire pour moi au Québec aujourd'hui versus quand j'ai arrêté la première fois. Je pense que c'est plus facile post-pandémie, effectivement. Même je prends ma conjointe qui était en 3 grossesses sans consommer d'alcool. On achetait de la bière rousse choix du président. Là. Puis c'était ça qu'elle buvait si, admettons, on voulait boire de quoi qui semblait à de l'alcool. Là. Puis quand moi, j'ai commencé ma sobriété, admettons, elle était comme, c'est injuste, là. T'as des produits de qualité, des trucs sans alcool, la bière rousse. Ouais, exact, c'est ça. C'est le choix du président sans alcool, de la bière, mais c'est vrai que c'est peut-être pas mon top choix, le goût. Ok, c'est bon, je comprends. Mais non, maintenant, il y a des très bons produits, puis il y a moins de jugement aussi, je pense. Là. Ouais. Je pense que c'est toléré. Là, c'est toléré, mais il y a encore du travail à faire. Ça dépend c'est où que tu vas. Là. Tu fais 1 heure de char d'une direction ou dans l'autre, des fois, tu vas avoir des questions différentes. Mais au début, il fallait que je raconte l'histoire de ma vie au complet quand je ne buvais pas dans un party. Là, c'était comme inconcevable pour certains gars, surtout. Whatever. Fait que, on va l'idée vers genre notre dernier sujet, là, tranquillement, mais il y a une question d'entrevue que je pose à beaucoup de monde que j'aimerais vraiment ça te poser, qui est la suivante. Qu'est-ce qui est le plus dur de travailler Qu'est-ce qui est le plus dur à propos de travailler avec toi? C'est une bonne question. Je pense que ça va parler à plusieurs entrepreneurs. Quand tu pars seul, ben il faut que tu aies une confiance du tonnerre. Il faut que tu crois d'emblée, il faut que tu crois en toi et que tu es capable d'accomplir ce que tu essaies de bâtir. Ouais. Sinon, ça marche pas. Fait que, c'est sûr que genre je sais comment ça marche, guys. Là, l'équipe et tout. Là, fait que malgré que je veux les aider, c'est difficile pour moi de me mettre sur mute. Là, tout un remote. Fait que des fois, je suis comme. Je leur dis à l'équipe, là, je vais apprendre à lever ma main genre dans des rencontres avant d'intervenir pour pas prendre trop de place. Fait que, puis c'est pas vrai là, que je suis le meilleur de tous. Là. On a embauché des gens qui étaient très talentueux. Je suis privilégié d'avoir cette équipe-là. Mais t'as de la confiance, de la drive. J'ai de la confiance. Je suis très optimiste là, dans des profils, psychologiques. Là. Mettons, moi, je suis tout le temps en mode solution. Très créativité. Mais là, après ça, il y a... OK, cool, j'ai réglé... Macroscopiquement, j'ai réglé le problème. Mais tout le niveau de détail qui est requis, ben des fois, je l'impose un peu à mes collègues parce que le dernier 10%, mettons, que ouais, ça marche ton affaire, mais là, on a plein de contraintes qu'il faut tenir en compte. Je fais que, OK, oups. Fait que faut que je fasse attention. Comment tu canalises ça un peu? Ouais, comment je canalise, puis je laisse la place aux autres de caler la shot, mettons, là, pour ne pas overpromise puis under-deliver. Je pense pas qu'on en est là, mais c'est tout le temps un peu de juste bien cadrer là, mes interventions. Là. Ouais. Mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment très entrepreneurial de dire j'ai de la confiance puis on est capable. C'est important. Là. Qu'est-ce qui est le plus tough? Qu'est-ce qui est le plus fun dans ta business? Le contexte. Le choix de notre industrie est vraiment difficile. Il y a 2 ans, là, j'étais à SAS North à Ottawa en 2021. Il pleuvait de l'argent. Là, mais il pleuvait de l'argent, mais pas pour nous. Fait que tous les investisseurs étaient comme ouais, c'est cute, là. Viens me revoir quand vous aurez des ventes de type tatata. Puis c'était comme de repousser un peu la ligne d'arrivée. Tout le monde cherchait du B2C, telemedicine, avec de la crypto, buzzword, là, name it, là, tout était là parce que l'argent était facile. Fait que puis on était beaucoup en B2C. Il fallait que ça flash. C'était une nouvelle app mobile qui faisait peu importe. Là. Fait que je parle vraiment en health tech. À ce moment-là. Puis là, on se retrouve 2 ans plus tard où nous, on a gardé notre focus, on a gardé notre niche, on n'a pas pivoté, on n'a pas eu besoin de pivoter puis de se réinventer. Mais là, on se retrouve parce que nos métriques sont super bonnes. Les startups qui existaient il y a 2 ans, B2C, mais elles sont plus là. En 2022, ben, il y a eu des write-offs. 2022-2023, il y a eu des write-offs d'investissement. Puis que, finalement, on accepte que ça n'a pas été des bons choix. Ouais. Fait que là, ben, on se retrouve où on collecte un peu le fruit de nos investissements, notre focus. Puis c'est très euphorique. Là. Pour n'importe qui qui n'a pas travaillé en startup là, jusqu'à maintenant, en SaaS, c'est ton premier client payant, ton premier contrat en dehors de la province,
toutes les milestones qu'on atteint C'est hot. en continu, là, c'est une euphorie là, de plaisir, puis c'est partagé. C'est ça que j'allais dire. Tout le monde est C'est ça qui est... au premier plan, tout le monde a un impact direct. Tu sais, les devs, là, je leur dis constamment, il y en a des plus jeunes, mettons, dans l'équipe, puis je suis comme, vous comprenez pas, là, vous avez bâti un feature dans le sprint actuel, puis le lendemain, il est utilisé en prod par les clients. Ça répond ça répond aux besoins. Là. On ne tablette pas nos features. Mais peut-être un jour, vous allez travailler ailleurs. Puis vous allez vivre l'inverse, de travailler 3 mois, 6 mois. Puis là, vous regardez. Sur une feature qui est checkmark, sur une feature qui n'est pas utilisée, ouais. Fait qu'on a, on a une maturité quand même d'opération, parce qu'on a des OKRs, on n'a pas parlé, mais bref, OKRs for the win, là, c'est vraiment, on set nos objectifs en début d'année. 2 fois par année, on fait ça. OK. Puis là, après ça, on décline des activités de soutien à ces objectifs-là, mesurables. C'est le même chez Duda aussi. Ouais. Mais on regarde ça des fois, on dit « Oh my God, non, c'est stretch, là. » Mais quand on les atteint, encore une fois, c'est vraiment d'aller chercher ce côté euphorique-là en équipe. Là. Célébrer les wins. Célébrer. C'est comme j'ai dit tantôt. OK, cool, guys. OK, next step. Ouais, c'est... ouais. Ça me fait penser à plein d'affaires. Ça me fait penser au fait que je m'ennuie d'avoir une team, tu sais, d'être capable de célébrer à la gang. Ouais. Ça me fait penser que c'est important de célébrer, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, dont Georges, qui est un de mes plus importants mentors, qui c'est genre alright, what's next? Genre, ouais, c'est vrai, j'ai entendu Georges sur le pod parler de ça, puis ça me parlait beaucoup. Hein. Fait que ça, mais je te pose une question un peu plus philosophique que j'aime beaucoup poser. Est-ce que tu as changé d'idée sur quelque chose dans les 5 dernières années? C'est une bonne question. Si oui, what? On a-tu parlé de la relation à l'alcool? Il y a tellement de débats de société qu'on pourrait lancer, là, mais je pense que la relation à l'argent est différente. Okay. C'est un peu tabou au Québec. Ouais. Si on se compare aux États-Unis, on dirait que des fois, j'ai eu l'impression, pour avoir voyagé puis de parler avec des gens, que l'argent n'est pas... C'est pas juste une impression. C'est ça, c'est pas un tabou, puis il y a peut-être un peu moins là, à l'extérieur du Québec, là, puis encore une fois, je suis pas sociologue, mais ici, peut-être qu'on pointe du doigt un peu la réussite, puis ceux qui sont à l'aise financièrement. Puis moi aussi, même moi là-dedans, genre la relation à l'argent, ben, l'argent, c'est une barrière quand même. Là, si j'avais Infinite Funds, ben, peut-être qu'on ferait plus de features en parallèle, qu'on serait plus on se lancerait peut-être à droite et à gauche. Ça serait une bonne chose, je sais pas, là, mais c'est tout le temps une barrière, l'argent. Fait qu'il y a une relation un peu amour-haine avec l'argent. Puis moi, j'ai appris peut-être à gérer l'argent comme un... Ben, je parlais de mes backlogs. Puis c'est vraiment... c'est très, très, très plate. Là. C'est vraiment... OK, on va manquer d'argent. Une ressource à allouer. Exactement. C'est comme, ben là, on va ajuster notre plan d'embauche parce que les entrées de capitaux vont être retardées un peu. Ou, on a des nouvelles entrées de capitaux. Et moi, ça fait... T'es détaché de ça. Je suis détaché, puis ça fait... Mais je pense que c'est bien, dude. Parce que tu peux pas percevoir chaque mouvement de cash significatif dans ta business comme un truc ultra, genre, enjeu élevé, high stakes, là, que c'est genre, ça te fait pas dormir la nuit. Non, man, ça fait partie de bouger le cash. Ouais, exact. La job de faire bouger le cash, tu sais. Exact. Puis, si tu comprends pas de recul, ben, je reçois, mettons, une facture de peu importe qui, là, d'un consultant externe de 22 000. Bon. D'ailleurs, il faudrait que tu me la payes. Oui. Je sais pas comme toutes les autres, je suis comme, oui, c'est bon. Une politique de paiement de 35-40 jours, je sais pas. Mais, bon, c'est sûr que ça a des hauts montants, mais ça devient juste genre une prévisionnelle. Fait qu'on je track mes KPI. Fait que cette partie-là de relation, j'ai jamais eu le rôle de CFO, là, si on veut. Là. Puis là, je le fais, là, en dépit d'avoir quelqu'un. Fait que je gère les finances. Mais c'est très, très monotone. C'est pas... fait que ça dégage ça dégage. Mais c'est systématisé, puis il y a de la visibilité. C'est ce que j'entends dans ce que tu dis. C'est-à-dire que si c'était pas bien systématisé, puis qu'il n'y avait pas une bonne visibilité dessus, probablement que ça te stresserait, ou que ça stresserait quelqu'un d'autre. Je veux dire, tu sembles avoir mis en place un process très ingénieur, là, qui fait que genre t'es capable de voir les choses venir. Puis moi, ça a pris des années avant qu'on fasse ça chez Snip, tu comprends? On avait comme Spectrum en arrière qui avait financé le départ, puis qui pouvait financer ad hoc des petits besoins. Puis on faisait des check-ins une fois par trimestre, une fois par 6 mois, une fois par an au début, tu sais, financier, là, des check-ins vraiment financiers, je pense. Mais éventuellement, ben là, on était rendu au-dessus d'1 million annuel récurrent. Bon, ben là, on a embauché un peu plus. Puis là, on avait plus, tu sais, fait
Là, on a comme commencé à genre utiliser une ressource externe pour builder un petit modèle de prévision qui m'aide à éduquer mes décisions, à allouer des budgets, des affaires de des affaires de base, man. Ouais. Mais genre, je pense que c'est fucking important de nailer ça. Pas nécessairement au début, là, quand t'es juste en train de prouver que t'es capable d'avoir de l'attraction, que le monde sont prêts à payer pour ce que t'as, là, mais pour toi, ce que tu fais, tu utilises du capital aussi qui vient d'État ou de programmes, tu utilises du capital qui vient d'investisseurs privés, puis de tes ventes. Fait que tu sais, t'as comme des... Ah, puis maintenant, ça paye parce Tu fais de la que traçabilité, je sais pas comment le dire. le mot que j'ai le plus entendu dans mes dernières rencontres avec des investisseurs, des fonds d'investissement, c'est vous êtes cash flow efficient. C'est le Qu'est-ce que ça veut dire, mettons? cash flow efficient, c'est on maximise nos Les capitaux. piastres qui entrent, mettons. Tu sais, il y a un Ouais. fonds qui me dit, il était vraiment là, ça les a jetés à terre qu'on soit capable d'atteindre 1 million de revenus cette année avec seulement 500 000 de pre-seed sur, tu sais, puis qu'on a roulé 3 ans, là. Tu sais, on voit pas ça là, en health tech. Là. Tu sais, souvent, c'est des montages financiers compliqués et quand même des grosses cagnottes pour réussir à trouver un pilot project, là. Tu sais, un premier client potentiel. Mais qu'est-ce qui fait, Francis, que vous êtes cash flow efficient? C'est-tu comme built-in dans toi le mastery d'allouer des ressources de la bonne manière ou de savoir qu'est-ce qui va avoir le plus gros ROI sur une scène dépensée? Comment, tu sais? Moi, je suis tellement genre fuck all dans ces affaires-là que ça m'intéresse de catcher un peu comment ça. Ben, mettons, je vais te parler du contre-exemple. Là, puis, Ouais, mettons. j'ai eu des discussions avec certains entrepreneurs qui étaient comme nous autres, on réclame pas notre RSCDA. Je suis comme, oui, l'argent est là. L'argent est là, guys. Là, puis tu peux retourner en arrière et rapatrier cet argent-là. Je dis pas que c'est facile à aller chercher, mais tu peux avoir quelqu'un en consultation qui vient de chercher cet argent-là. Puis, l'argent est un enabler. Si j'ai plus de revenus ou je maximise mes argents, je peux embaucher des nouvelles personnes spécialisées, talentueuses, pour adresser une nouvelle verticale, faire de la recherche en produits, peu importe, plus tôt dans le processus. Fait que, c'est vraiment de prendre toutes les opportunités financières qu'on a pour faire les meilleurs investissements qu'on peut, qui vont amener à la création de valeur, là, qui n'est pas nécessairement de générer des revenus, mais Bref, c'est vraiment ça. Là, quand on est cash flow efficient, c'est qu'on a enregistré des pertes financières dans nos années d'opération, mais c'est quand même très minime par rapport à une startup conventionnelle. Fait que, on décide de lever une ronde seed parce qu'il y a une opportunité de marché, pas parce qu'on a besoin de survivre. Là. Je comprends, ouais. C'est souvent ça, peut-être la dichotomie, quand les entreprises en pre-seed, en seed, ils raise du cash, c'est comme juste pour extend our runway. C'est pas une bonne, ce qu'on appelle le use of cash, c'est pas une bonne justification de lever une ronde. Puis nous autres, on est là-dedans, on dit, regardez, on a montré qu'avec des capitaux, on est capable de générer beaucoup de valeur, beaucoup de clients en B2B, où que la rétention est comme à 100%, ben avec ces nouvelles entrées d'argent-là, regardez ce que ça nous permet d'accomplir, encore une fois, en termes de croissance. C'est une bonne période au niveau du landscape de financement pour être cash flow efficient parce que, comme tu dis, l'argent est plus coûteux et plus rare qu'il était pendant l'espèce de boom de 2021 où j'ai vendu moi Snib, justement. Puis, bon timing, félicitations. C'était comme un alley-oop pour la joke. Mais t'as-tu l'impression qu'au Québec, justement, il y en a beaucoup d'options de financement? Il y en a correct, il y en a pas assez? J'ai le goût que tu me parles un peu de ça bon. Pour la tech spécifiquement. Ouais. Ben, j'ai fait des interventions auprès même des subventions des ministères. OK. Pour parler, genre, tu sais, souvent, il y a beaucoup de... C'est très... ils essaient, dans le fond, qu'il n'y ait pas de risque. Parce que je comprends, là, ils gèrent des budgets, genre, publics. Fonds publics. De fonds publics. Fait qu'eux autres veulent s'assurer d'un certain ROI, retour sur investissement, de leur subvention, peu importe. Fait que c'est un peu la même chose, je pense, des investisseurs. Tout le monde veut minimiser le risque à pratiquement zéro. Dire, on vous alloue une subvention, on vous alloue un financement privé d'investisseurs, mais le risque doit être comme à zéro. Puis là, moi, ce que j'essaie de dire des fois au ministère, c'est à des ministères ou peu importe là, des programmes, je suis comme, c'est bon s'il y a 20%, 15%, peu importe la métrique, là, d'échecs dans votre financement. Ça veut dire que vous avez été game de prendre des risques, puis il y a 15% qui a échoué, mais il y a 85%, mettons, qui a créé de la valeur. Fait que, ça vient faciliter aussi. C'est ça, baissons un peu la barrière, mettons, d'accès aux capitaux, puis acceptons que tout n'aura pas 100% de succès. Mais on va peut-être permettre... j'ai plein de questions, là, mais on est sur le bord de wrap-up, sauf que... comment... Ben non, excuse-toi pas, man, c'est ça que j'aime.
comment tu réussis à te retrouver là, à leur parler de comment ils devraient gérer leur sub? Ça arrive comment, ça, genre? Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est une bonne question. C'est quelqu'un qui connaît ta tante qui t'a dit « Hey, Francis, viens parler de ça. » Il y a certains programmes qui demandent cette rétroaction-là. De l'écosystème ou de joueurs comme toi. Ouais, Okay. exactement. Okay. Fait que c'est pas plus tard que cette semaine, on a un atelier de travail avec l'équipe du maire de Québec. Puis là, Tu diras bonjour. Effectivement, avec plaisir. Mais c'est le genre de... Il y a une super belle ouverture parce que la Ville a des problèmes de subvention aussi. Puis ils veulent savoir... je pense pas qu'on a approuvé que des entreprises, des startups, du SaaS, peu importe l'entreprise en techno, créent de la valeur et de la richesse pour le Québec et pour les villes. Ça, je pense, c'est démontré. Là. On ne fera pas ça aujourd'hui. Fait que, tu sais, mais eux autres, ils veulent savoir comment on peut vous aider mieux. Puis, il y a certaines barrières, des fois, d'accès à ces capitaux-là. Puis, c'est comme l'expérience patient. Là. Ils veulent cette rétroaction-là, puis qu'on participe. Puis même, le maire le disait, ayant vécu dans d'autres villes au Québec, puis Copenhague, mais j'ai habité à Ottawa aussi, à Gatineau. Ouais. Puis, tu sais, Québec, la ville de Québec, là, mon lieu de résidence maintenant, la ville peut s'améliorer sur le transport en commun, peu importe. Il y a plein de choses qu'on peut faire mieux. Puis ce que le maire demande à des citoyens corporatifs comme nous, c'est allez pas à Montréal, abandonnez pas la ville parce que l'État où ce qu'elle est ou les investissements qu'ils font ne vous plaisent pas. Participez comme citoyen corporatif à améliorer puis d'avoir ce dialogue-là constructif de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour... Puis, le maire, je levais ma main il y a quelques semaines, puis je disais, ce serait le fun peut-être de se réapproprier le Vieux-Québec. Tu sais, c'est, mettons, moi je sais pas si tu connais, t'as des amis ou des proches qui habitent dans le Vieux-Québec, mais pour moi, c'est comme un lieu de touristes. Mais que ça serait donc bien cool d'avoir un petit hub, c'est ça, tu sais, un hub, ça se passe, là. Parce que Dieu sait que... Financé par la Ville de Québec, là, tu sais. Ouais, mais d'autres, je trouve ça, je vais te le dire, là, je trouve que je vais être un petit peu cru. Mais en vieillissant, plus je vieillis, plus je me sors la tête du cul. Fait que moins je suis égoïste, puis plus je m'ouvre sur les gens proches de moi, autour de moi, puis plus je m'ouvre sur ma communauté. Je pense que ça se passe, c'est un pas dans cette direction-là. Progressif pour moi, mettons. Force est de constater pour moi qu'il y a tout type d'entrepreneurs. Puis il y en a qui sont très, très, très one-track à propos d'eux autres, à propos de leur succès, ce qu'ils veulent faire ensuite, puis de chosen few autour, tu sais. C'est correct. Je juge pas nécessairement ça. Mais quand je regarde des gars comme toi, puis même des gars comme Guillaume Simard, pour avoir eu certaines discussions avec lui, quoi que ce soit, il y a une espèce d'intentionnalité ou de désir d'améliorer la communauté, la société autour, d'élever comme le système. Je sais pas comment l'expliquer. Puis ça m'impressionne, man. Ça m'impressionne parce que je me dis, faut qu'il y ait du monde comme ça pour des entrepreneurs qui sont innovateurs, qui sont pas justement dans la vieille rouille mentale ou rouille logique de d'autres décennies, qui puissent pousser nos systèmes publics. Puis je me pose un paquet de questions. D'où ça vient, cette chose-là, cette espèce de... C'est-tu genre l'éducation? C'est-tu comment t'as été élevé? C'est-tu notre milieu un petit peu plus genre on sort les coudes entre Québécois? C'est vraiment... Ça me fascine, ça, de voir là, le contraste entre les profils psychologiques des différents entrepreneurs. Au final, un entrepreneur avec succès qui a un exit de centaines de millions de dollars, qui se retrouve tout seul dans son chalet à brûler son cash dans le foyer seul, pendant que le monde brûle autour de lui et sa communauté. T'sais, c'est quoi son leg, puis c'est quoi, lui, même sa qualité de vie avec sa communauté. Fait que je pense qu'on a tout à gagner de participer à améliorer la société en soi. Là. À la limite, tu pourrais faire l'argument que ça peut être aussi individualiste ou égoïste d'améliorer le contexte autour de toi dans lequel tu... Pas pour toi, là, mais je parle en général. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu pourrais faire l'argument que de réinvestir puis d'améliorer, mettons, les infrastructures sociales, logistiques, peu importe, autour de toi, c'est très... ça bénéficie de ton expérience individuelle. Moi, ouais. Genre, je comprends. Je dis pas que c'est ça que tu fais. Je dis juste que il y a une manière d'aligner les incentives individualistes. Je comprends, ouais. Peut-être même à des fins plus collectives. Je sais pas comment je veux dire. Ouais, je comprends. Tu sais, au final, t'es-tu en paix avec toi-même? La sérénité dont je parlais, c'était... Je trouve ça difficile.
Ça fait vraiment un bout qu'on se parle, Ouais. puis j'ai l'impression que je vais ouvrir une canne de verre avec ça, man. Ouais. Fait que je voudrais qu'on mette une pin dedans, puis que dans nos discussions offline, on les continue. C'est parfait. Puis au pire, Phil Lehoux, là, il va devoir courir 25-30 km pour écouter le pod au complet. Là. Ouais, c'est vrai, hein, il court. Hein. Ouais, il disait ça. Il dit j'écoute en courant, puis le podcast que vous avez ensemble, j'étais en train de courir justement. Puis T'as je trouvais ça couru bien drôle. longtemps. Fait que, let's go, Phil, lâche pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça se passe plus utile pour toi et ou ta team, mettons? Ben, je t'en avais parlé il y a une couple de semaines. Tu sais, je sais pas si tu es conscient de ce que tu es en train de bâtir avec ça se passe, là, mais il faut vraiment là, double down sur l'aspect de communauté. Okay. Puis, encore une fois, il manque ces rencontres-là entre entrepreneurs. Il manque, je pense que même on pourrait avoir des roundtables de 3-4. On a une drop du monde ici, puis ça serait intéressant peut-être à un moment donné d'aller vers un épisode avec 3-4 où on se challenge sur un sujet précis. J'aime ça. Parce que c'est une belle idée. on a toutes des perspectives différentes. T'sais, ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est moi dans mon exact, bagage, mais... Puis c'est aussi moi comme host, pas moi en full genre mode participation transparente, je suis pas filmé. Genre. Mais non, mais d'autres, j'aime ça ce que tu dis. Je pense qu'il y a une formule qu'on fait l'année prochaine qui va cater un petit peu à ça, les retraites privées pour fondateurs qu'on va organiser. Super intéressant. Fait que ça, on risque d'en faire 3 si tout va bien. Fait que ça, on va essayer parce que le feedback que tu me donnes, il a été écho par d'autres aussi. Il y en a qui me disent, tu sais, je veux pouvoir parler à ce monde-là, mettons, régulièrement. Ça serait cool d'avoir des communautés de ce genre-là ou des groupes de ce genre-là. Fait que c'est bon que tu me le donnes. Puis, tu me dis, je sais pas si tu es conscient de ce que tu construis et que ça se passe, tu sais. Puis, c'est un peu fucked up. Je pense que je m'en rends compte plus quand quelqu'un comme toi va me regarder dans le blanc les yeux et me dire, voici ce que moi, ça amène, mettons, dans ma vie, puis ce que je pense que c'est. Que quand je regarde des dashboards, tu comprends? C'est quand même les 20 000 écoutes sur Spotify, mettons, là. Un petit humble brag. Ouais, good job. non, mais c'est hot, mais c'est quoi? C'est qui, ça? C'est quoi? C'est genre, c'est nice. Genre. Mais quand il y a quelqu'un qui me DM puis qui me dit justement des trucs comme, hey, tu brises l'isolement de bâtir en SaaS au Québec pour certains founders qui sont ils ont peut-être moins une grosse crowd autour, une grosse communauté. Ou... je sais pas, genre, j'ai permis, tu sais, j'ai enablé des embauches, là, genre, behind the scenes, moi, tu comprends, là, tu sais, je crée des connexions, puis je suis comme, quand le monde me le dit, hey, merci pour ça m'a aidé, telle personne que j'avais entendu le pas, on s'est parlé, puis on a fait ça ensemble, je suis comme, tabarnak, man. Ça feel good. Puis hopefully, man, ça va juste comme grossir, puis si ça grossit pas, ça va densifier, man. J'ai pas besoin que ce soit énorme pour être fier, puis être content, puis avoir fait ma job. Fait que, je sais pas, man, je pense que j'ai une idée de ce que je construis, mais work in progress. Non, good job so far. Merci d'autres, c'était une excellente convo. T'as-tu des shameless plugs pour closer, des postes à combler, quoi que ce soit? Eh ben, j'ai 2 choses. Oui, on a des postes à combler, dev, senior. On va sur quel site, là? On va les mettre sur Ça se passe. Ça se passe.com, ça emploi avec un S, parfait. À part ça. Je me fais un devoir avant la publication du pas de les mettre là. Fait que des devs front-end, back-end, senior, junior, on regarde, on a un poste en AI aussi. Team technique, OK. Ouais. Après, c'est le fun. C'est super cool. Hein? Puis disons quelqu'un en design. Fait que ça, c'est pour les embauches. Puis l'autre chose, j'encourage n'importe qui, là, si vous avez des expériences patientes que vous voulez partager parce que ça a été... Nous autres, ça nous nourrit quand même de savoir que... Voici ce que j'ai vécu. Ouais, voici ce que j'ai aimé, pas aimé. Exact. Puis, c'est pas fou, d'autres. Ça nous permet de mieux comprendre encore l'impact qu'on est capable d'avoir pour vous, pour les citoyens, pour... Puis ça dépasse le Québec, là. On est ailleurs. Déjà dans 3 provinces en tout. Puis si le monde veut te parler à toi, là, qui ont accroché sur une de tes idées ou des trucs que tu as mentionnés. Oui, Francis, commercial lime.health. Sinon, LinkedIn, je devrais être responsible. Francis Robichaud, tout à fait. Merci, mon vieux. Plaisir, merci Frank. Bye tout le monde. Bye.